Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire. Certains diront sans doute un webinaire, un de plus, et oui, un de plus, mais pas n'importe lequel. On est sur une série de 3 webinaires sur la thématique Tech for Good sous l'appellation Summit for Good. Donc merci à tous ceux qui nous rejoignent. Il y avait un premier webinaire la semaine dernière, il y en a un troisième qui aura lieu dans 2 jours. Au total, il y avait près de 300 inscrits sur ces webinaires qui sont une première édition sous cette thématique Summit for Good. Donc c'est un webinaire, mais pas que, puisqu'il y aura également toute une partie présentielle avec un challenge, une plateforme de dépôt de projet, etc., qui sera présentée dans quelques instants par Estelle. Juste pour vous rappeler, alors moi je suis Frédéric Nicolas, je suis le délégué de la French Tech sur le territoire. Donc la French Tech, vous connaissez sans doute, c'est le petit coq que vous voyez ici, qui est décliné un petit peu partout. Donc sur le territoire, sur l'ouest breton, on est l'une des 13 capitales French Tech, où il fait toujours beau, puisque vous voyez mon nez qui est à peu près la même couleur que le coq, qui traduit qu'il fait toujours beau en Bretagne, évidemment. Donc merci en tout cas de nous rejoindre, et donc au travers de la French Tech qui est portée sur l'ouest breton par les 3 technopoles de Brest, Lannion et de Quimper, on accompagne la création de projets innovants et l'émergence de ces projets. Donc on essaye de donner des possibilités aux porteurs de projets pour créer, avec la dimension innovation, de créer leur start-up dans les meilleures conditions. Donc ça passe par des événements, ça passe par des notions d'accélération sur plein de choses pour animer le territoire. Je rappelle également, en démarrant, que donc on aura plusieurs intervenants sur cette session. Vous pourrez poser des questions sur le chat. Alors le timing, je ne vous cache pas qu'il est assez contraint parce qu'on a à peu près 1h15 devant nous, sachant qu'on aura 6 intervenants. Donc on essaiera de prendre quelques questions, mais on fera au mieux. Voilà, il y a également un lien YouTube au cas où ça ne marche pas sur Zoom, ou si on atteint une limite de connexion. Il y a une diffusion simultanée sur YouTube, et voilà, il y a une notion également d'accessibilité avec une transcription en temps réel. Merci donc à tous de nous avoir rejoints pour ce démarrage. Je vais donc dans quelques instants, et avant de passer la parole à Estelle, juste pour rappeler que, faire un peu de teasing pour les intervenants et les sujets, on va parler de transition écologique dans quelques instants. Prendra la parole en premier Marc Vautier d'Orange. Bonjour Marc. Bonjour à tous de On se Rennes. retrouve dans quelques minutes pour parler justement de cette transition écologique, qui sera complétée également avec l'avis d'Éric Laurent d'Enedis, qui nous fait le plaisir d'être associé à l'événement. Bonjour Éric, tu es parmi nous. Oui, bonjour, je suis là. Je me trouve aussi être à Rennes aujourd'hui, mais je me suis un peu éloigné de Lannion, mais je vais revenir. Très bien. Moi, physiquement, je suis à Brest, hein, donc comme ça, on couvre à peu près toute Voilà, la Bretagne. On aura également Erwan Lemény sur cette première partie. Je ne sais pas si Erwan nous a... Ouais, je me suis connecté, Fred. Ah, super, d'accord. Salut Erwan. Bonjour à tous. Merci à toi. Merci, désolé pour le retard. Non, t'inquiète pas, on démarre. Tu nous parleras de l'histoire d'Ecotree, puis plus généralement de tout ce qu'on peut faire pour agir justement sur ce sujet. Et dans une deuxième partie, on parlera plutôt de la transition sociale avec Nathan Stern qui a dû nous rejoindre également. Bonjour Nathan. Absolument. Bonjour, je suis dans la capitale, la vraie capitale de la Bretagne, qui est Paris. Voilà. Comme ça permet à tout le monde de réviser sa géographie. Bon, encore là, on n'est pas allé trop dans les détails, donc ça va. Je pense qu'on n'a perdu personne. On aura également la prise de parole de Guillaume Champeau de Quant. Bonjour Guillaume, qui est connecté depuis Nantes, peut-être? Bonjour à tous, bah oui, donc de Bretagne, forcément, Nantes. Voilà, Bretagne historique. Et enfin, allez, la Bretagne un peu élargie avec Frédéric Sudreau depuis Limoges. C'est ça, Frédéric? Exactement, je suis le plus au sud de la Bretagne et je vous rejoins depuis Limoges. Merci de m'accueillir. Et merci à toi de participer à nos actions, puisque tu viens régulièrement sur le territoire. Voilà, on a fait les présentations, donc il y aura beaucoup de points de vue différents. On va démarrer avec Estelle, je vais te donner la parole. Alors on a une courte vidéo de Cédrico, je ne sais pas si on la passe tout de suite ou après ton mot de présentation, Estelle.
On la passe effectivement juste après. Donc, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, c'est Estelle Kiraval et je suis à Lannion. Donc voilà, aujourd'hui, je représente plusieurs structures. Je suis directrice de la Technopole Anticipa, mais je suis aussi très fière d'être membre de la French Tech Brest Plus et puis d'être membre de cette Technopole de Bretagne. Donc voilà, c'est au titre de ces 3 casquettes que je souhaitais aujourd'hui vous présenter un petit peu la dynamique For Good que l'on a mis en place, sur laquelle on travaille depuis un petit peu plus d'1 an, avec notamment Orange à nos côtés, avec qui on s'est vraiment investi pour construire cet événement et cette dynamique globale. Donc c'est une dynamique que l'on a construite en 3 temps avec de nombreux partenaires autour de nous. Il y a un cœur de réseau qui travaille avec nous autour de cette thématique. Donc je le disais, donc la French Tech Brest Plus, la Technopole Anticipa, Orange, Local for People. Donc c'est une start-up locale qui a mis en place la plateforme que je vous présenterai tout à l'heure. Mais il y a aussi tout l'ensemble de l'écosystème, notamment breton, de l'innovation, qui s'est intéressé à cette thématique et qui veut jouer un rôle dans le fait de faire cette thématique la thématique d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà pour les éléments introductifs. Ce que j'ai pas dit, c'était que cette initiative était lauréate du Community Fund. C'est le dispositif national de la French Tech qui labellise et finance des événements pour lesquels il y a un impact important sur les grandes dynamiques de la French Tech et notamment le For Good en ce qui nous concerne. Si on peut passer à la slide suivante. Ouais. Alors, je vais vous présenter du coup les 3 grandes étapes de cette action Summit for Good avec, je le rappelle, l'objectif principal, c'est de faire émerger des projets et donc des talents autour de la tech for good, donc faire en sorte que la technologie serve à l'intérêt général, au bien commun et serve les grands objectifs notamment de l'ONU qui sont présentés sous 7 items sur le site web auquel vous pouvez avoir accès. Notre objectif, c'est vraiment de favoriser l'émergence d'innovation, de faire en sorte que les citoyens s'emparent de la dynamique et soient eux-mêmes acteurs de ces changements, puissent favoriser l'émergence d'idées et le croisement avec les technologies. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet de Summit for Good. C'est une action qui n'est pas exclusivement bretonne, puisque ça faisait partie des questions qu'il y a eu lors du premier webinaire, mais qui a pour objectif d'être vraiment beaucoup plus large au niveau national, voire pourquoi pas au niveau international. L'objectif, c'est vraiment de faire se rencontrer les gens autour de cette dynamique et autour de l'innovation for good. Donc aujourd'hui, on est au 2e webinaire. Hein, donc c'est un webinaire dont l'objectif est de vous présenter des enjeux. Ce ne sont pas l'exhaustivité des enjeux, mais on a choisi de faire 2 grandes catégories d'enjeux. Donc les enjeux autour de la transition écologique et les enjeux autour de la transition sociale. Donc les différents intervenants qui se sont présentés tout à l'heure auront pour objectif de vous donner quelques clés. Ce n'est pas l'ensemble des clés, mais du moins quelques clés pour vous faire réfléchir et vous aider dans cette direction. On aura un 3e webinaire, ce sera jeudi prochain, ce sera à 16h30 et ce sera cette fois autour des technologies. L'objectif sera de vous permettre de découvrir ou de renforcer votre connaissance des technologies et la connaissance du domaine des possibles de ces technologies. L'objectif, ça ne va pas être de vous faire comprendre et de vous faire devenir expert de la photonique ou expert de l'intelligence artificielle ou expert des télécoms, mais c'est plutôt de vous décrire, de vous décrypter les opportunités que peuvent vous offrir les technologies au travers de ce webinaire et donc pourquoi pas de vous approprier ce champ des possibles et les associer à vos idées. Donc à ces webinaires sera associé aussi des ateliers de créativité. Donc le premier atelier de créativité aura lieu le 2 juillet. Vous pouvez vous inscrire en ligne, il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si jamais il ne reste plus de place, on pourra les dupliquer puisqu'on a un ensemble de coachs par le biais de nos partenaires qui vont animer ces sessions de créativité.
Alors, au-delà des webinaires, cette action, c'est une plateforme collaborative, puisque l'objectif, c'est d'inciter les citoyens à déposer des projets, à déposer leurs idées, et lorsqu'ils n'ont pas d'équipe complète, à pouvoir aller chercher des compétences sur cette plateforme. Ou lorsque la personne n'a pas d'idée, mais a des compétences et se dit intéressée pour s'associer à des idées, c'est de pouvoir déposer ses compétences et du coup, aller chercher des opportunités de projet. Donc voilà, l'objectif de cette plateforme, c'est vraiment de faire matcher à la fois ceux qui ont des idées et ceux qui ont des compétences, l'objectif étant de constituer des équipes projets. Donc, les équipes projets, ce sera des équipes qui seront du coup candidates à un événement que je vais vous décrire là tout de suite après. Ce sont des équipes de 2 à 7 personnes et on tenait aussi à s'inscrire dans cette dynamique for good et pour chaque projet déposé, c'est un arbre qui sera planté. Donc, c'est un partenariat que l'on a avec la société Écoterie qui pitchera tout à l'heure, mais voilà, c'est aussi notre contribution à cet enjeu environnemental. Donc voilà, cette plateforme a été développée par Local for People, l'un de nos partenaires. Donc je le disais, l'ensemble des projets qui sont déposés sur la plateforme ou lorsque il y a un souhait de confidentialité, vous pouvez aussi nous déposer directement vos projets à l'adresse mail de l'événement. Mais vous avez du coup jusqu'au 14 septembre pour déposer vos projets sur la plateforme ou par mail. Entre le 14 septembre et le 22 septembre, on va étudier, analyser vos projets, on va vérifier l'adéquation avec la thématique et on va sélectionner parmi l'ensemble de ces projets jusque 80 personnes. Donc, tout dépendra de la taille des équipes pour définir le nombre de projets. Donc, on va sélectionner jusque 80 personnes. Donc, on va dire une dizaine, une quinzaine de projets qui pourront participer. Et donc, ces projets sélectionnés participeront à 30 heures de créativité qui auront lieu le 2 et le 3 octobre à Perros-Guirec, au cours desquels on associera des temps de convivialité, des activités nautiques, mais aussi évidemment du temps de travail. L'objectif étant de vous permettre d'aboutir à un pitch suffisamment abouti d'un point de vue du modèle économique de l'idée et de sa concrétisation. Donc, vous permettre de pitcher en fin d'après-midi du 3 octobre devant un jury et peut-être de remporter l'un des 4 prix que nous avons imaginés. Donc, les 4 prix, les voici. Donc, il y a 2 prix sur l'entrepreneuriat, donc le prix Tech for Good et le prix ESS for Good. Donc, le premier prix récompense les projets technologiques pour l'intérêt général et le bien commun. Le deuxième récompensera également des projets Tech for Good, mais avec une vision et une notion ESS forte. Donc, 2 prix de 3 000 € sont associés à ces catégories. Et nous avons 2 autres catégories. Une catégorie intrapreneuriat, puisque je le rappelle, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, il y a un objectif de favoriser l'entrepreneuriat, mais il y a aussi un objectif de favoriser l'intrapreneuriat. Donc, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez des idées de projet pour votre entreprise, vous pouvez tout à fait vous saisir de cette initiative et candidater au prix intrapreneuriat. Donc là, c'est une adhésion à Cleantech Open France qui sera offerte. Et puis enfin, un dernier prix qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le prix lycéen. L'objectif étant d'encourager les jeunes dans cette dynamique. Et là, on a un partenariat avec le Fab Lab Lannion qui lui proposera du coup une adhésion et l'accès aux différents ateliers. Donc voilà pour la dynamique Summit for Good, qui n'est pas uniquement des webinaires. Le webinaire, c'est vraiment le point de départ. Je vous encourage fortement à déposer des projets, à vous inscrire dans cette dynamique. Ça peut être un jeu au départ, ça peut être une vraie vocation entrepreneuriale ensuite. En tous les cas, tous les citoyens sont les bienvenus. Je passe maintenant, alors je ne vais pas vraiment passer la parole puisque c'est un enregistrement qu'on a eu le plaisir d'avoir par le biais de Cédric O, le secrétaire d'État en charge du numérique, qui fait une promotion de notre événement puisque c'est vraiment en phase avec les objectifs de l'État. Et donc voilà, il va nous dire quelques mots sur les enjeux de la Tech for Good pour l'État. Alors c'est compliqué de la part de l'État de dire à quels enjeux doit répondre l'innovation.
L'innovation, en général, elle naît parce qu'il y a un besoin ou parce qu'il y a un inventeur, un innovateur, un chercheur qui répond à un manque. Donc, il est difficile de dire in abstracto ce à quoi elle doit répondre. Ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'il y a une demande aujourd'hui face à certains grands enjeux, je pense à la transition énergétique par exemple, à ce qu'on invente des solutions nouvelles. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que l'innovation, elle doit encore plus se développer. Et puis c'est pour répondre aussi à une demande des citoyens, voilà, d'aller vers plus de recyclage, d'aller vers plus de localisme, sans pour autant dégrader une expérience utilisateur. Et je pense qu'à travers ces demandes sociétales et le savoir-faire des entrepreneurs, des innovateurs et des chercheurs, c'est là qu'il y a un vrai champ pour l'innovation, pour répondre à des besoins de la société, tout en continuant à avoir un modèle économique qui est absolument indispensable. Ok, allez, je reprends la parole. Cédrico me la redonne. Donc, on redémarre sur cette session. Donc, vous avez vu le dispositif global un peu par rapport à ce Made for Good, avec aussi la plateforme qu'il y a derrière, tous ces éléments-là pour… et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais normalement, les webinaires devaient se faire en présentiel. Hein. C'est suite à la période que l'on a tous connue qu'ils ont été dématérialisés. Mais donc, il y aura bien une partie présentielle à l'automne. Allez, on avance sur le premier sujet. On va parler de transition écologique et c'est Marc Vautier d'Orange qui va prendre la parole pour nous expliquer comment, alors où et comment atterrir et comment Orange peut aussi se positionner sur ces sujets qui dépassent les clivages, qui dépassent, on parle aux entreprises, on parle aux citoyens, on parle à tout un ensemble de personnes. Donc, Marc Vautier va nous parler notamment de tout ce qui est sobriété numérique. Je pense qu'il sera reprise également par d'autres intervenants. Alors Marc, est-ce que tu es… Ouais, je vous entends, vous m'entendez? Nickel. Bonjour à tous. Alors moi, Marc Vautier, donc chez Orange Lab à Rennes, je m'occupe d'une communauté d'experts dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. C'est à peu près une soixantaine de personnes dans plein de domaines qui vont des experts pays sur le terrain jusqu'à des personnes en R&D, mais aussi marketing et sociologue. Et c'est avec ces personnes-là qu'on a réfléchi un peu à tous ces aspects sobriété numérique. Voilà. Alors, le titre de ma conférence, il est relativement simple, c'est « Où et comment atterrir ?» En fait, je me suis directement inspiré du dernier livre de Bruno Latour. C'est un philosophe français que vous connaissez peut-être, qui a publié en 2017 son livre suite à l'élection de Donald Trump. En fait, dans ce livre, Bruno Latour, il essaie de résumer la situation actuelle vis-à-vis du réchauffement climatique et tous les autres bouleversements environnementaux. Et il indique clairement que nous sommes actuellement à la croisée des chemins, avec d'un côté un monde global qui pousse à la mondialisation à outrance, et de l'autre côté, un monde plutôt local, mais un peu replié sur lui-même, avec des idées qui ne sont pas obligatoirement très claires, un peu comme c'est de le faire Donald Trump. Et en fait, on s'aperçoit que ces deux mondes sont quand même basés sur un mode de consommation à outrance et une croissance exponentielle. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout vers là qu'il faut aller. Et donc, Bruno Latour, il essaie de nous rappeler qu'en fait, on n'a pas trop le choix, que si on veut continuer à vivre sur cette planète, il faut redescendre un petit peu sur les limites physiques de la planète, d'où le titre de son livre « Où atterrir ». Voilà. Et ce qui nous oblige, en fait, si on veut savoir où atterrir, à nous détacher un peu de ces deux attracteurs historiques qui sont d'une part ce monde ouvert, ce monde global exponentiel, et l'autre, le monde qui est plutôt le monde d'avant, renfermé sur lui-même. Et tout ça pour essayer d'atterrir sur un monde qu'on peut appeler terrestre, mais qui serait, d'un point de vue intellectuel, ouvert sur le monde et sur le partage et la communauté. D'accord. Ce qui veut dire, en gros, c'est qu'il faut peut-être changer toute notre façon de penser, notre façon de faire, notre façon de consommer et les relations qu'on a avec les autres pour retomber sur ce monde. Alors moi, dans la présentation que je vais vous faire dans les slides suivants, je vais essayer de vous donner quelques pistes de réflexion. Je ne vais pas vous raconter ce qu'on fait chez Orange, comme quoi on est les meilleurs dans ce domaine ou tel autre. Je vais essayer de vous inciter, donner quelques repères. Voilà, ça se limite à ça. Alors, dans mon titre, il aurait pu être où, quand et comment atterrir. En fait, le quand, je pense qu'il se pose pas, la question ne se pose pas, c'est maintenant, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. Voilà. Alors, slide suivant. Alors, le slide, c'est oui, il faut en finir avec notre monde hors sol. Parce que je pense que actuellement, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel pour ceux qui travaillent dans le domaine du green, on est globalement dans un monde qui pousse à la consommation à outrance. Et ça, quelle que soit l'entreprise, je pense que ça se vérifie, même si dans certaines entreprises comme Orange, par exemple,
On essaie de travailler au mieux à l'efficacité énergétique de nos réseaux. On travaille sur l'optimisation de la consommation énergétique de nos box. On va sur des modes veille performants, du plastique recyclé sur les box. Mais au final, on s'aperçoit que la consommation, les impacts environnementaux ne cessent de croître. Okay, et ce qui montre en gros que travailler uniquement sur cette partie efficience, c'est-à-dire optimiser la consommation de ressources par unité de service, c'est pas du tout le bon exemple. Alors, un exemple concret, c'est que nous, chez Orange, sur la consommation d'énergie de nos réseaux, en fait, la consommation est relativement stable depuis quelques années. C'est à peu près 1 à peine 2% d'augmentation par an, malgré une augmentation de trafic de plus 50% tous les ans. C'est-à-dire que tous les 2 ans, on fait 100%. Tous les 2 ans, on double le trafic sur nos réseaux. Mais nous, notre consommation d'énergie, elle est relativement stable. Donc, on s'aperçoit que travailler uniquement sur ces aspects efficience énergétique, c'est pas la solution. Et dernier exemple en date. Ouais, Marc, peut-être, si possible, petit point technique qui nous a été relevé sur le chat, certaines personnes trouvent qu'on a un peu de mal à vous entendre. Si vous pouvez parler un peu plus fort. Un peu plus fort, d'accord, ok. Imaginez les 300 personnes en face de vous, il faut que la personne au fond de la salle vous entende bien, Marc. Alors là, on n'entend plus du tout. Non, là, on ne vous entend plus du tout, Marc. Ça ne veut pas. Alors, on essaye sans le casque pour voir. On est des fous. Non, toujours pas. Mince, finalement, on aurait dû garder comme c'était. Non, j'ai l'impression que ça ne marche plus du tout, Marc. Vous m'entendez? Ah oui, c'est revenu. Ouais, excusez-moi, parce qu'en fait, j'ai éteint mon casque en essayant de le bouger tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, excusez-moi. Alors, j'en étais où? Ouais, donc voilà. Donc, ouais, je disais qu'on travaillait beaucoup sur l'efficacité énergétique. C'est pour essayer de réduire la consommation d'énergie de nos réseaux, mais en fait, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile. Et l'exemple type marrant dans lequel j'étais confronté il y a quelques semaines, c'est que j'ai été invité à une réunion avec des personnes du marketing et de la technique qui travaillaient sur un casque de réalité virtuelle et qui voulaient que je les aide à réduire les impacts environnementaux de ce service-là. Alors, eux voulaient développer des jeux vidéo sur ce casque de réalité virtuelle. Ça fonctionnait à 200 mégabits par seconde. Ils mettaient de la 8K et ils voulaient connecter ça sur la 5G. Il fallait que moi, je retrouve des solutions pour réduire les impacts environnementaux. Et alors, ils essaient de donner un peu une composante un peu RSE green à leur casque en disant, mais ouais, mais avec ça, ça permettra à des personnes en situation de handicap à assister à certains types d'événements, des spectacles. Et c'est là qu'on s'aperçoit en fait que si on travaille à l'efficience énergétique, améliorer l'efficience énergétique de nos infrastructures, mais si d'un autre côté, les personnes brillantes développent des nouveaux services qui en fait consomment de plus en plus de data, on s'aperçoit qu'on va pas du tout dans le bon sens. D'accord. Donc je pense qu'il faut, si on veut vraiment réduire nos impacts environnementaux, il faut qu'on se fasse une vraie révolution intellectuelle. C'est-à-dire que c'est un peu du même ordre de grandeur que la révolution copernicienne. Donc c'est-à-dire que c'est plus le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et pour nous, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut qu'on invente et qu'on innove complètement différemment, d'accord, pour être sûr qu'on reste dans les limites de la planète. Et tout ce qu'on a appris au cours des 70 dernières années, je pense qu'il faut le mettre de côté. Alors, slide suivant. Alors, cet atterrissage, en fait, je pense qu'il sera de différentes façons, tant sur la forme et sur le fond. Alors ici, je vais me limiter uniquement sur des chiffres autour de la réduction de nos émissions de CO2. En fait, c'est des chiffres qui proviennent du GIEC, okay, et qui donnent en gros pour la France, si on veut rester sous la limite des 1,5-2 degrés d'augmentation de la température, il faut que par Français, par an, nos émissions de CO2 passent de 12 tonnes à 2 tonnes. Vous avez bien entendu, de 12 tonnes à 2 tonnes. C'est-à-dire qu'en gros, il faut diviser par 6 nos émissions de CO2 d'ici 2050 pour rester sous les 2 degrés. Alors, dans ces chiffres, il faut savoir qu'il y a à peu près 25% qui sont à votre main en tant qu'individu, dans votre façon de vivre, votre façon de consommer, votre façon de vous déplacer, et 75% qui sont de la responsabilité de l'État, des collectivités et des entreprises. Première chose. Deuxième chose, c'est que 50% de ces émissions sont faites au niveau national et 50% proviennent de l'extérieur, de l'étranger, via tous les produits que vous consommez. D'accord. Alors, juste 2 chiffres que je voulais vous donner rapidement, c'est qu'un vol Paris-New York, aller-retour, c'est 1,1 tonne de CO2. D'accord. C'est-à-dire que si vous faites un Paris-New York dans une année, il vous reste à peine 1 tonne pour vivre, manger, consommer, etc. Ce qui, pour ainsi dire, impossible. Et un autre chiffre, 30 000 km en voiture sur une année, c'est à peu près 4,5 tonnes de CO2. Voilà. Donc, ce que vous voyez tout de suite, ces 2 chiffres montrent que si on continue dans la direction dans laquelle on est, on ne rentre pas dans cette. Voilà. Et du coup, donc, ce que vous dites, Marc, c'est
il faut changer de logiciel, en gros, c'est pas… Complètement, je pense qu'il faut… c'est une vraie révolution, il faut vraiment innover différemment, quoi. En gros, je pense que tout ce qu'on a appris à l'école au cours des dernières décennies, il faut l'oublier. Alors, pour arriver à ces 2 tonnes, là, si on peut changer passer au slide 4. Donc, pour arriver à ces 2 tonnes, il y a 2 solutions. Soit on continue dans les directions pour lesquelles on a été formaté, hein, c'est-à-dire toujours plus de high-tech et toujours plus de consommation en espérant, en arrivant à croire qu'on arrivera à baisser nos impacts environnementaux. Ou alors, la deuxième solution, c'est de réduire notre consommation, aller vers de la sobriété d'usage et vers du low-tech. C'est-à-dire que faire absolument du moins. Voilà. Alors, du moins, j'ai un exemple tout simple, hein, c'est du style quand vous devez vous déplacer en ville en limitant vos impacts environnementaux, ça ne sert à rien de prendre une voiture électrique type Tesla ou Zoé et autres. Ce qu'il faut, c'est prendre votre vélo, vos chaussures ou voir les transports en commun. C'est de cet ordre de grandeur-là. D'accord ? C'est pas… je sais que certains partagent pas mon point de vue, mais c'est pas l'IoT, c'est pas la Smart Cities qui va vous aider à réduire vos impacts environnementaux dans ce domaine-là. Alors, dernier slide. Par contre, c'est vrai que sur cette série de webinaires où on est très orienté Tech for Good, c'est très bien, hein, votre position, elle est évidemment très confortable, et puis c'est ce que vous constatez. Mais du coup, là, on en arrive même à des positions radicales où la technologie ne se retrouverait même plus… Ça dépend, parce que l'exemple du casque de réalité virtuelle, je pense qu'il peut être utilisé à bon escient pour d'autres types d'usages. Par exemple, si vous voulez aller visiter un site historique, je sais pas moi, en Crète, en Grèce ou autre, on peut très bien imaginer qu'avec de la réalité virtuelle sur un casque, ça vous pouviez arriver au même type de sensation sans pouvoir le visiter en physique, quoi. Je pense qu'il faut utiliser la tech pour des usages très spécifiques, mais peut-être pas pour du plaisir du jeu vidéo à 200 mégabits sur de la 5G qui, à mon avis, est complètement irréaliste. Voilà. Je pense qu'il faut utiliser la tech pour vraiment des usages très spécifiques. Voilà. Et comment on passe par cette un peu prise de conscience collective massive? Ça passe par quoi? Ça passe par des réglementations, ça passe par la pédagogie auprès des plus jeunes, tout confondu, parce qu'en plus le temps joue contre nous, quoi. C'est clair. Non, moi, je pense que c'est à chacun d'entre nous de comprendre ce qu'il faut faire complètement différemment, quoi. Il faut atterrir, quoi. Voilà, je pense qu'il faut atterrir, il faut revenir sur Terre, essayer de faire simple. Quand je dis faire simple, c'est de faire simple, parce que nous, les ingénieurs, globalement, on a quand même une culture de la complexité, qu'on aime bien faire complexe. Voilà. Regardez la 5G, regardez le monde qui nous entoure, tout est complexe. Je pense qu'il faut faire simple, quoi. Voilà. Et est-ce que c'est un discours qui peut être qui est entendu au sein d'un groupe comme Orange? Alors, pas tout le monde, mais de plus en plus de personnes, parce qu'on s'aperçoit qu'on a beau essayer de tourner les chiffres dans tous les sens, on s'aperçoit qu'il faut arrêter de faire plus. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je pense que c'est une histoire de vie ou de mort de la société, des entreprises. Et de toute façon, les entreprises vont y passer parce qu'il faut quand même qu'elles maintiennent leurs activités, qu'elles payent leurs salariés, leurs actionnaires, qu'elles investissent dans le futur. Et donc, elles vont bien se rendre compte qu'en continuant sur les fondements qu'elles ont mis en œuvre depuis des décennies, ça ne marche plus. Il faut faire autrement. Et donc, voilà. Donc, nous, on pousse l'idée. C'est de plus en plus attendu. Mais alors, effectivement, maintenant, il faut se dire quel type de service, quel business model, comment on gagne de l'argent en faisant du moins. C'est pas faire du plus, mais c'est faire du moins aussi. Et quelle réglementation? Parce que je pense qu'il va falloir qu'on ait une réglementation qui soit assez puissante, forte, pour inciter tous les acteurs économiques à faire autre chose. Et moi, je pense qu'à terme, un service qui émettra peu de CO2, pas du tout de CO2, voire même qui absorbera du CO2, aura une valeur financière beaucoup plus élevée qu'un produit qui émettra et consommera de l'énergie, quoi, qui émettra du CO2, quoi. Voilà, je pense que il y aura une inversion de valeur et en fait, le moins sera probablement le nouveau plus. Voilà. Ok. Comme le timing est assez serré, peut-être une minute. C'est fini. Non, voilà, c'était tout ce que je voulais vous faire passer comme message, quoi. Ouais. Donc, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai pas de solution toute faite, hein, mais je sais ce qu'il faut pas faire. Voilà, quoi. Je pense qu'il faut avoir un pragmatisme un peu paysan et retomber un peu les pieds sur terre. Je me répète, mais c'est ça, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. Voilà, merci. On fera réagir, merci Marc, on fera réagir les autres intervenants sur ce sujet. D'ailleurs, celui qui prend le micro juste après, donc c'est Éric Laurent d'Enedis, directeur territorial département 22 et 29, qui, dans son intervention, parle aussi de sobriété numérique et de technologie utilisée à bon escient. Éric, je vous laisse peut-être présenter rapidement Enedis et puis revenir justement sur comment il est vécu, comment la transition énergétique est vécue au sein du groupe Enedis aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci. Donc, j'ai deux petites slides pour présenter rapidement Enedis, mais ce que je voudrais dire en introduction, là, vous avez quelques chiffres Enedis à la maille nationale.
Enedis, on est à la fois une entreprise nationale et une entreprise de territoire. Parce que notre outil de travail, c'est le réseau de distribution d'électricité et que les réseaux de distribution appartiennent aux collectivités locales. Alors, bien souvent, ce sont des syndicats d'énergie à la maille plutôt départementale, mais ça peut être aussi en Bretagne la métropole de Brest qui est propriétaire des ouvrages et qu'elle nous délègue. Avec la petite particularité, c'est que sur le réseau de distribution, les ouvrages primaires qui sont connectés au réseau de transport, ce qu'on appelle nous, les transformateurs principaux ou les postes sources, où on va chercher du 63 000 ou du 220 000 volts, pour le transformer dans une tension qui va nous permettre de faire la desserte territoriale. Ces ouvrages-là nous appartiennent en bien propre à Enedis. Et puis, il y a quelques chiffres desquels on est fiers. 36 millions de clients, 95% du territoire national qui est notre zone où on exerce nos missions de service public conformément à la loi. Et surtout, un corps social qui est composé de 38 000 salariés qui exercent les missions de service public, qui permettent de faire en sorte que le webinaire que l'on tient aujourd'hui, à tous les endroits, il y a de l'électricité pour que ça marche, que les réseaux fonctionnent. Mais au-delà de ça, sur le sujet de la transition énergétique, le réseau de distribution est un outil essentiel pour la transition énergétique. Voilà, donc je vais passer à la deuxième slide qui est une slide un peu bretonne. Notre direction régionale Bretagne, elle couvre les 4 départements et nous avons 2 millions de clients raccordés à 103 000 km de réseau, c'est-à-dire 2,5 fois à peu près le tour de la Terre. Si on prenait le réseau de distribution en Bretagne, il fait 2,5 fois le tour de la Terre, que nous exploitons 24 heures sur 24. Et sur ce slide, j'ai souhaité marquer une direction régionale dynamique et engagée. Bon, j'espère que c'est l'image que l'on arrive à incarner. Mais en tout cas, nous travaillons, et depuis longtemps, avec les écosystèmes. On a pour Enedis le premier Fast Lab accélérateur en région. Il y avait un Fast Lab à Paris et puis dans quelques-uns qui s'installent en province. Et bien, on a la fierté. Eric, c'était ma question. Je voyais Fast Lab. Alors pour l'instant, d'ailleurs, je vous remercie tous parce qu'il n'y a pas beaucoup d'anglicisme, donc on est pas mal. Mais Fast Lab, moi je connais les Fab Labs, etc. Fast Lab, c'est l'accélérateur interne d'Enedis? Oui, voilà, c'est un accélérateur interne. On vient avec une problématique, on vient avec un sujet. On travaille en intelligence collective, on va chercher éventuellement des soutiens externes, on travaille en commun et puis au bout du bout, on va jusqu'à la conception du produit ou de la solution qui va nous faire accélérer. Voilà, c'est un accélérateur interne qu'on a la fierté d'avoir maintenant sur la direction régionale depuis un peu plus d'1 an et qui est vraiment un outil précieux. Et puis j'ai le mot concours qui termine. Depuis 2015, on a lancé des concours en direction des startups. Alors on a eu des sujets très techno, et puis des sujets aussi tournés clients, puisque ces 36 millions de clients qui sont raccordés au réseau de distribution, ils ont des attentes. Voilà, c'était pour cibler un petit peu dans nos missions de service public. Et je témoigne, Eric, sur votre implication au sein du territoire, au travers de différentes actions. Et je sais qu'au travers de l'appel à projets sur des startups, etc., des boîtes comme Apizzi, du côté de Lannion, pour ne pas la citer. DC Brain aussi, d'autres qui ont été… 3.0, etc. Donc, en tout cas, c'est bien parce que ça permet de challenger les startups, etc. Donc, merci pour votre implication. Et puis, c'est Cédrico qui le disait dans l'introduction tout à l'heure. On arrive à la transition énergétique, c'est inventer des solutions nouvelles. Oui, pour la transition énergétique, il faut inventer des solutions nouvelles, mais on ne les invente pas tout seul, nous, Enedis. On a besoin de partenaires pour ça. Alors, le réseau de distribution Enedis, on est au cœur de la transition énergétique parce qu'aujourd'hui, toutes les installations, ou plus de 95% des installations de production de renouvelables, que ce soit les éoliennes, si je laisse de côté le parc éolien qu'il va y avoir sur Saint-Brieuc, là, qui est d'une puissance de près de 500 MW, qui est vraiment d'une puissance très importante, mais les parcs éoliens en Bretagne actuelle, le photovoltaïque, les bornes de recharge de véhicules électriques sur lesquelles on peut soutirer de l'électricité, mais demain, on peut imaginer qu'elles servent à de l'échange, à de l'injection sur le réseau. Eh bien, tous ces composants, ils sont reliés sur une colonne vertébrale qui est le réseau de distribution. Et donc, si on prend l'image un peu d'un squelette, si la transition énergétique était un squelette, nous, on a cette colonne vertébrale. Le réseau en est vraiment la colonne vertébrale. Et il faut en permanence que tous ces objets production, consommation qui y sont raccordés puissent fonctionner. Vous avez quelques chiffres là. Alors, je m'arrête un instant sur la production d'énergie renouvelable fin de 2018 en Bretagne, qui est
à 17%, mais n'oublions pas qu'il y a un objet qui n'est pas raccordé au réseau de distribution, qui est le barrage de la Rance. Mais on n'est pas encore au rendez-vous des 40% en 2030. Il y a énormément de chemin à faire et il faudra multiplier les objets raccordés au réseau. Et c'est un défi extraordinaire pour Enedis que de les raccorder et de les faire fonctionner, d'avoir un réseau qui continue à fonctionner normalement avec les nouvelles contraintes que ça induit. Pour aller vite, parce que je regarde le temps là pour qu'on y soit, on va passer à la diapo suivante pour imager un peu ce que nous faisons. Alors, j'ai mis un petit patchwork de mots. Collectivité client, juste un instant sur les collectivités, je l'ai dit tout à l'heure, le réseau de distribution ne nous appartient pas, il appartient aux collectivités, notamment des syndicats d'énergie ou Brest Métropole en Bretagne, qui sont eux aussi, et avec lesquels on travaille sur la transition énergétique, parce qu'ils ont un certain nombre de projets développés du côté collectivité, mais dans lesquels on a des partenariats, voire avec des privés, voire avec bien sûr des projets dans lesquels nous sommes inclus, nous Enedis, et qui vont tourner sur le réseau. Données et numérique. Le numérique, pour nous, est l'objet essentiel pour permettre la transition énergétique sur le réseau. Et je voudrais m'arrêter un instant sur les données. Si on ne regarde pas ça par le bon côté, des fois, certains ont des inquiétudes par rapport aux données. Qu'est-ce que l'on en fait? Ouais, on pense forcément, quand on parle de compteur Linky ou autre, on entend souvent la partie de la population qui craint la fuite de données, que le côté Big Brother, etc. Alors que du côté pile, il y a quand même plein d'avantages, quoi. Tout à fait, juste pour illustrer quelques sujets et pour donner quelques ordres de grandeur. Traditionnellement, un compteur chez un client qui consomme de l'électricité, il avait peut-être 2 index heure pleine, heure creuse, que l'on relevait 2 fois par an, c'est-à-dire qu'on relevait 4 index par an et on ne savait pas à quel moment l'énergie a été consommée dans le semestre. Avec un compteur Linky, on relève aujourd'hui toutes les nuits les 2 index du même client qui consomme des heures pleines et des heures creuses. Et donc, on a déjà 365 relevés. Et puis après, si le client a envie d'aller plus loin dans sa gestion et sa consommation d'énergie, d'électricité, eh bien, il peut avoir accès à ces données de consommation dont il est propriétaire et qui sont protégées dans le compteur et qui sont protégées dans le système d'information d'Enedis. Et il est le seul à y avoir accès. Et il peut aller voir ce qu'on appelle une courbe de charge temporelle qui, au cours de la journée et au cours de la semaine, du mois et de l'année, lui montre comment il a consommé. Et s'il veut être acteur de sa consommation, décaler des usages, il va pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment un aspect important de la donnée. Et ces données, elles sont tournées vers le client, mais elles sont aussi des données qu'on met à disposition des collectivités locales de manière agrégée, par exemple, parce qu'elles permettent de renseigner une collectivité sur ses politiques territoriales, que ce soit à la maille d'une commune, d'une intercommunalité ou d'un territoire plus important. Je travaille pour qu'il y ait du renouvelable sur mon territoire. Comment je mesure la production du renouvelable? Eh bien, Enedis, on met à disposition ces quantités d'énergie renouvelable produite, mais aussi les quantités d'énergie consommées. Et ça peut être, par exemple, avec un ensemble d'immeubles ou autre, on peut mesurer des trajectoires. Et donc là, quand on a des outils, quand on a des données, c'est important. Ces données, elles nous permettent… Ouais, pardon, Eric. Donc, ça permet, si je résume, de responsabiliser. C'est vertueux d'un point de vue individuel parce que ça va responsabiliser aussi sur même les plus jeunes pour dire, tiens, aujourd'hui, quand on fait ça ou ça dans la maison, voilà ce que les pics de consommation qu'on peut avoir. Donc, il y a vraiment une vraie vertu pédagogique. Et puis, ça permet, à l'échelle d'une collectivité, d'avoir des outils pour piloter une stratégie ou piloter des projets, quoi. Tout à fait. Alors, pour imager ça, je prends peut-être encore une petite minute pour donner deux, trois objets qu'on a fait. Sur les données, nous avons fait entre 2015 et 2019, grâce au compteur Linky, une expérimentation sur Lorient et Plumeur qui s'appelle Solène. L'objectif était double, de la maîtrise des consommations d'énergie chez des clients, 900 clients équipés de compteurs Linky, et aussi de sécurisation électrique. Et tout ce qui a été construit avec la collectivité Lorient, avec l'agence de l'énergie et un certain nombre de partenaires, a conduit à avoir des travaux individuels avec les consommateurs, mais aussi du collectif de l'accompagnement. Et donc, on est dans la techno et on est dans le social, dans l'accompagnement. Ça a été un de nos partenaires, c'était l'Université de Bretagne Sud. Donc, il y a eu toute une démarche autour de comment je m'approprie ça, comment je travaille avec, comment j'évolue moi en tant que client avec ces données de consommation et comment je passe du truc qui peut-être bloque un petit peu à quelque chose qui devient un outil pour moi.
Autour de la transition énergétique, on a quelque chose d'intéressant en Bretagne et d'assez unique. C'est ce que nous avons mis en place avec la collectivité de Fouesnant sur Saint-Nicolas-des-Glénans, alors qu'il y a une petite île qui accueille beaucoup de visiteurs en été où il n'y a personne en hiver. Simplement, on a de l'énergie renouvelable photovoltaïque, éolienne, et on pilote en même temps de la recharge de bouteilles d'air comprimé en vue du stockage. Voilà, on fait du stockage et on a cet outil alors qui est un peu particulier. On a plutôt des briques élémentaires qu'on a assemblées qui nous permettent de faire un réseau intelligent à la maille d'une petite île. Mais c'est un modèle qui est tout à fait transposable dans des milliers d'îles qui aujourd'hui, en électricité, tournent plutôt avec des produits carbonés. Et donc, on a cet objectif Saint-Nicolas-des-Glénans 2021, 100% autonome en énergie renouvelable. Et dernier point, parce que je ne peux pas tous les balayer, il y a eu une expérimentation dans le Morbihan qui est d'autoconsommation collective. L'idée, c'est vous avez un producteur qui a un toit du photovoltaïque qui va mettre à disposition d'un nombre de clients en proximité. Et on monte un espèce de syndic entre le producteur et les clients. Et les compteurs Linky peuvent compter avec précision l'énergie consommée par chacun de manière instantanée, selon une clé de répartition qui a été établie entre le producteur et les consommateurs. Et après, Enedis a développé tout le système d'information qui permet d'enregistrer les quantités que chacun a consommées, à quel moment, et puis le compteur Linky d'implémenter l'ensemble des consommations faites, et donc la partie qui relève du fournisseur classique du client et la partie qui vient de l'autoconsommation. Sans compteur intelligent, on ne peut pas le faire. Voilà, et puis j'ajouterai un dernier exemple. Très rapidement, par Eric, exemple, le temps court. Il reste une toute petite minute. On a développé un data lab avec Brest qui permet à Brest Métropole de travailler sur ces données de consommation. Voilà, j'avais mis l'icône Smile au milieu simplement pour dire que tout ça en Bretagne et en Pays de Loire, c'est 200 partenaires qui travaillent directement sur les objets de transition énergétique. Et donc voilà, j'ai passé quelques exemples très rapidement, mais juste pour venir sur la sobriété, la transparence suivant et une démarche de numérique responsable. Voilà, là, on retrouve l'ensemble des écosystèmes avec lesquels on travaille. Je ne vais pas les commenter, mais les SEC Technopole, avec Grand Ouest Innovation, ou un certain nombre de choses. Nous nous efforçons d'être présents avec l'ensemble des partenaires en Bretagne. Et pour en arriver à la dernière diapo, je regarde, voilà. On a engagé dans l'entreprise depuis quelques années une démarche numérique responsable au niveau de la direction des services informatiques. L'idée, c'est de donner du sens à ceux dont c'est le métier de faire du service informatique et de réduire l'impact de mes projets. Et puis une plateforme Éco-Geste Ensemble où on déclare, en fonction du travail, des transports de la maison, le comportement que l'on va avoir et donc valoriser les réductions de consommation que l'on va faire. Voilà pour vous donner quelques éléments et peut-être une phrase de conclusion. C'est de dire simplement que travailler avec les acteurs du numérique en Bretagne, c'est un moyen pour nous d'accélérer l'innovation pour y revenir à ce mot de départ et de répondre aux enjeux de la transition énergétique. Ok. Merci Eric, plein de sujets, effectivement, on n'aura pas le temps de tout creuser, mais effectivement, l'usage de la donnée est important au bénéfice, justement d'une meilleure responsabilisation en vue d'une sobriété numérique. Oui. Et c'est vrai que cette démarche aussi interne, j'en parlais lors du premier webinaire, il y a d'autres acteurs qui se l'emparent aussi, qui essaient de se l'appliquer. Je prenais l'exemple du réseau produit en Bretagne la semaine dernière, qui, dans leur axe de développement 2020, alors sans doute que ça a été un peu perturbé par la période qu'on a tous vécue, mais ce qui mettait en avant, c'était justement d'avoir cette approche aussi RSE pour toutes les entreprises, qui soit un gage aussi de qualité, de circuit court, d'engagement des collaborateurs. Il y a plein de sujets dans le sujet. On continue le tour de table. C'est Erwan Lemené qui doit être par ici, qui attendait sagement son heure. Erwan, alors que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore, on a parlé un petit peu en ouverture dans le cadre de l'action Summit for Good, des arbres qui sont plantés par rapport à l'application sur le challenge, etc. Erwan, je te laisse peut-être une minute pour présenter rapidement Ecotree, qui a vu le jour il y a il y a 2 ans peut-être, quelque chose comme ça, qui a une croissance folle. Et puis, je sais que tu es évidemment très impliqué sur tous ces sujets. Donc, aussi un peu ton regard par rapport à tout ce qu'on a pu dire, Erwan. Très bien, merci Fred. On se connaît suffisamment bien pour que tu me coupes quand… Voilà. Fais-moi confiance. Merci à tous, merci pour votre invitation.
Alors, Écoterie, a été lancé en 2016, donc ça fait quand même maintenant un peu plus que 2 ans. Et en fait, l'idée initiale pour les personnes qui nous regardent, c'était de dire, enfin, mon point de départ était un peu philosophique. Alors, j'aime bien revenir un peu en arrière, même si jamais je vais après parler un peu de la technique. Mais en France, aujourd'hui, moi, ma profonde conviction, c'est le développement durable est le principal enjeu du 21e siècle. Voilà. C'est évident, si on imagine que les Chinois ou que les Indiens consomment comme les Américains, on va vers un désastre écologique. Voilà. Et je me suis dit, mais en France, finalement, comment est-ce qu'on fait? Comment on résout ce problème qui est le principal enjeu du 21e siècle? Donc, j'ai pris, voilà, j'ai fait une petite étude de marché. J'étais à l'époque banquier, je regardais un peu partout. Et je me dis, en fait, c'est simple. On répond à ça en mettant des taxes. Donc, il y a la taxe carbone, le bonus-malus, la taxe pour les aéroports, la taxe pour les voitures, la taxe pour les déchets, des taxes partout. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment, dans un pays qui est la 5e puissance mondiale, on va résoudre un problème majeur en mettant des impôts, et on est déjà le pays le plus fiscalisé du monde. Et en fait, il se trouve que j'ai des origines danoises par ma grand-mère, et en fait, là-bas, ils ont inversé complètement le problème. Et ils l'ont inversé pas uniquement pour l'environnement, mais ils l'ont inversé pour tout. Une entreprise qui a un taux d'absentéisme qui est faible paye moins d'impôts qu'une entreprise qui a un taux d'absentéisme qui est élevé. Voilà. Vous n'avez aucune bouteille par terre parce que chaque bouteille est consignée l'équivalent de 2 ou 3 couronnes. Donc, tout le monde fait un geste. Et personne ne s'amuse à balancer 2 ou 3 couronnes dans la rue. Pourquoi il y a autant de vélos au Danemark alors qu'il pleut plus qu'à Brest? Voilà. Tout simplement parce que le vélo, il est remboursé, l'indemnité kilométrique de vélo est remboursée autant que la voiture. Voilà. Donc, en fait, ils ont pris une option qui est exactement le contraire de nous, c'est-à-dire au lieu de faire du punitif, on vous tape à coups de bâton sur la tête pour faire comprendre les choses. C'est de l'incitatif, quoi. Eux, ils ont dit, on va inciter les gens. Et du coup, tout le monde roule en vélo parce qu'ils se rendent bien compte qu'une voiture, ça coûte beaucoup plus cher en entretien et à l'achat qu'un vélo. Ils mettent ils trient leurs bouteilles, etc. Bref, peu importe. Et je me suis dit, en France, comment faire en sorte qu'une entreprise qui fait un geste pour le développement durable, enfin pour l'environnement de manière générale, ne soit pas de manière punitive. Parce que moi, j'avais rencontré des patrons de grandes surfaces qui m'avaient dit, moi, j'ai refait toute l'isolation de mon magasin, j'ai peint mon truc en blanc, j'ai passé mes commerciaux en zoo électrique. Résultat, à la fin de l'année, je faisais 200 000 euros de résultats et cette année, j'en fais 50 000. Quoi. Donc, le pauvre gars, il a fait des efforts et finalement, il est puni. Donc, le principe d'Écoterie, c'est d'investir dans la forêt de manière unitaire. Donc, en fait, vous pouvez devenir propriétaire des arbres dont vous financez la plantation. Et en fait, on a créé un espèce de produit qui est quelque part un peu du démembrement. Nous sommes propriétaires du foncier et responsables de toute la gestion forestière, sylvicole. En revanche, le particulier ou l'entreprise qui a financé la plantation d'arbres est réellement propriétaire de son arbre comme un bien meuble par anticipation. Voilà. Et donc, on a, quelque part, vous allez le comprendre, transposé le principe de la vigne, voilà, où il y a des gens qui sont propriétaires d'un pied de vigne et qui, chaque année, perçoivent des bouteilles de vin. C'est un peu la même chose. Vous êtes propriétaire d'un arbre, réellement, juridiquement, et on a obtenu l'agrément AMF pour cela. Et en fait, vous allez avoir tous les bénéfices, c'est-à-dire que lorsque l'arbre sera récolté dans très longtemps, on parle de 20 à 30 ans, voire même 40 ans, l'intégralité du produit de la vente vous sera reversé et surtout, vous bénéficiez de tout le carbone qui est absorbé. Voilà. Donc, quand c'est non punitif, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, donc il y avait 0 client en 2016, on en a 584, j'ai regardé ce matin, tout simplement parce qu'on répond à un besoin des boîtes. Moi, je le voyais au quotidien. Je vais rentrer un peu dans le côté financier, mais c'est important que les gens comprennent bien. Je voyais des entreprises, des boîtes de transport, par exemple, qui mettaient à la fin de leur compte de résultat, moins 100 000 euros, achat tonne carbone. Voilà. Et donc là, c'est quelque chose que l'entreprise est obligée de faire tous les ans. Elle décarbone 5, 10, 15% aujourd'hui de son bilan carbone. Et ça va impacter directement le résultat. Grâce à Écoterie, non seulement l'arbre est à l'actif de votre bilan, donc il est peut-être financé par de la trésorerie, mais il ne vient pas dégrader vos comptes de résultats. Et en plus, vos arbres vont absorber du carbone, non pas l'année 2020, mais l'année 2020, 2021, 2022, et ce jusqu'en 2040 ou 2050. Voilà. Vous avez un effet cumulatif. Et pour reprendre l'exemple tout à l'heure que vous avez pris sur le vol Paris-New York, si on se place sur l'échelle de la nature,
Voilà, un vol Paris-New York, on vous l'a dit, c'est 1 tonne 1 de captation carbone. Moi, si je plante un arbre maintenant, dans 30 ans, lorsqu'il sera récolté, il aura capté à peu près 1 tonne 5. Voilà. Donc, si je prends un vol Paris-New York maintenant et que je plante un arbre maintenant, un arbre qui coûte 15 € chez nous, dans 30 ans, j'aurai compensé mon vol. Alors, vous voyez, ce n'est pas si énorme que ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on veut compenser dans l'année. Mais ça, c'est impossible. Si on veut compenser dans l'année, aujourd'hui, un vol Paris-New York, il faut acheter une tonne sur le marché, ça vaut 50 €, quoi. Donc, en fait, on ne va pas y arriver. Mais à l'échelle de notre planète, finalement, changer le monde sur 20 ou 30 ans, c'est faisable. Parce que, effectivement, les arbres captent du carbone et en fait, on peut avoir une neutralité carbone si on se projette sur 20 ans, qui est le temps qui nous reste pour mettre ça en œuvre. Ouais, merci Erwan. Bah, écoute, c'est super intéressant tout ce que tu nous dis. Peut-être revenir sur peut-être sur qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Marc aussi, sur aujourd'hui, quels sont les leviers disponibles pour une sensibilisation. Bah, en gros, c'est une course contre la montre et les moyens d'action sont auprès des citoyens, auprès des entreprises, auprès des politiques, etc. Bah, quel est ton regard par rapport à ça? Bah, tu as expliqué justement par rapport au Danemark ou autres, des pays très vertueux qui font bouger les lignes, mais je pense qu'on va pas assez vite sur quoi il faut. Quels sont les moyens d'action d'après toi? Alors, les leviers, je vais vous les citer. Alors, évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse, pour Écoterie, mais je pense qu'il faut qu'on arrête ce système punitif. Parce que le côté punitif, c'est comme les impôts. Dès qu'on ne peut pas les payer, on se cache, on trouve des niches, des machins, des trucs, on se faufile. Voilà. Or, l'environnement, on n'a aucun intérêt aujourd'hui à se faufiler. Les émissions de carbone, elles sont faites, même si on arrive à les cacher derrière ou à les masquer derrière des choses, au final, c'est quand même l'environnement qui en pâtit. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de mettre de la pression là-dessus. Et en fait, aujourd'hui, grâce au reboisement, pourquoi nos clients, pourquoi ça marche bien, Écoterie aujourd'hui? Il y a 3 bénéfices. Le premier, il est environnemental. Je ne reviens pas dessus, c'est le carbone qui est absorbé par l'arbre. Le deuxième, c'est le côté patrimonial. Ce n'est pas un truc que vous faites gratuitement. Les entreprises, on est bien gentil, mais donner de l'argent, bon, non, une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent et les actionnaires, ils veulent toujours plus de rentabilité. Donc, il faut qu'économiquement, on trouve quelque chose comme Écoterie qui a un rendement et qui a un intérêt. Et enfin, troisièmement, ce qui est très fort, c'est toute la symbolique de l'arbre. Aujourd'hui, commercialement, on a des tas aujourd'hui de constructeurs automobiles, des voyageurs, des gens des promoteurs immobiliers. Plutôt que de dire, bon, j'ai compensé 5% de mon bilan carbone, ils disent, bah non, j'ai planté 20 000 arbres au Fawet, à l'Ogivy-Plougras. Enfin voilà, on a aujourd'hui une trentaine de forêts, dont une vingtaine en Bretagne. Ça parle au client. Et le client, il est conscient que oui, je mets du béton pour construire des appartements. Par contre, je vais compenser les émissions de carbone en plantant une forêt à l'endroit où je fais ma construction et pas en l'achetant sur une bourse carbone, sur un broker de carbone en ligne. Donc, pour moi, pour répondre à tes questions, Frédéric, c'est le côté local qui va réussir à changer les gens. Je pense que cette crise du Covid qu'on vient de passer nous a fait tous réfléchir sur la mondialisation. On se retrouve dans l'embarras parce qu'on n'a pas de respirateur, parce qu'on ne sait pas faire de masque. Enfin voilà, c'est assez aberrant. On ne va pas reproduire la même erreur au niveau environnemental, au niveau mondial. Donc moi, je prône pour quelque chose de local. Il faut que ce soit, très concret. Deuxièmement, transparent et traçable. Voilà. Il ne s'agit pas enfin voilà, un arbre, il est situé à tel endroit et nous, tous nos arbres sont géolocalisés. Donc voilà, traçable. Et troisièmement, que ça se fasse au niveau local, parce que les gens, les entreprises, les clients souhaitent aujourd'hui compenser là où ils consomment. Et peut-être également, Erwan, parce que tout à l'heure, on parlait de sobriété numérique, on parlait aussi de mobiliser évidemment les collaborateurs sur tous ces usages. Est-ce que toi, tu souhaites partager des bonnes pratiques ou des choses pour là aussi, sur les questions de sobriété numérique notamment, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu mobilises peut-être tes collaborateurs en interne ou tes clients? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit? Oui, absolument. Alors, c'est très classique. La première étape,
avant de compenser. Nous, on est plutôt à Écoterie dans une dimension, effectivement, on va compenser par la plantation une activité. Mais la première étape et la plus importante, c'est déjà de réduire. Voilà. Alors, on peut réduire par plein de moyens. Ça va des gobelets réutilisables en passant par le changement de nos modes de travail sur les déplacements, etc. Effectivement, la sobriété numérique également. Envoyer moins de mails. Enfin, bon, il y a tout un tas quelque part, de bonnes pratiques qu'on peut développer. Il ne faut pas non plus, moi, je ne suis pas non plus un ayatollah du truc. Il faut que les bonnes pratiques, elles servent également l'intérêt de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on s'applique aujourd'hui à faire. Le principal moyen, c'est de réduire. Et effectivement, après, dans un deuxième temps, de compenser grâce au reboisement. Ok. Peut-être une question très rapide sur le chat avant de terminer, Erwan. On nous demande sur la plantation des arbres, est-ce que c'est diversifié au niveau des essences ou est-ce qu'on est sur des forêts de monoculture? Parce que l'impact n'est pas toujours, l'efficacité n'est pas toujours le même, je pense, entre les… Je suis ravi de la question. J'adore qu'on me la pose parce qu'on ne fait que du diversifié et que de l'irrégulier. C'est-à-dire qu'on appelle sylviculture proche de la nature. Voilà. C'est ce que veulent nos clients et on ne fait aucune monoculture. C'est-à-dire globalement, pour les gens qui ne connaissent pas, on mélange des feuillus et des résineux. Voilà. Ceci afin de préserver la biodiversité. Et d'ailleurs, on a beaucoup de programmes dans Écoterie de biodiversité très avancés sur des zones humides, sur les abeilles, sur des différents types de plantations qu'on appelle proches de la nature. Enfin voilà, on préserve tout ça et c'est super important pour nous et nos clients. Moi, je n'ai pas envie de faire un supermarché de la forêt. Donc, ouais. Et quand on appelle en irrégulier, c'est-à-dire qu'on favorise des boisements avec des peuplements différents, des âges différents. Ce qui fait que quand il y a ce qu'on appelle un prélèvement, voilà, pour ne pas dire une coupe de bois, c'est plus beau de dire un prélèvement, vous ne rasez pas, il n'y a aucune zone blanche. Vous prélevez chaque année 5 ou 10% du massif et qui est régénéré aussi naturellement ou par des regarnis qu'on peut faire, de façon à ce qu'on préserve aussi l'écosystème et la biodiversité qui est mise en place. Ok, très bien, ça méritait un éclaircissement, effectivement. Merci beaucoup, Erwan. Bon, on a complètement explosé le timing, mais on continue. On est sur la transition sociale à présent sur ce webinaire. C'est Nathan Stern qui va prendre le micro pour nous planter un peu le décor sur les clés du succès. Donc Nathan Stern qui est entrepreneur social. Nathan, je te laisse prendre le micro et nous faire part un peu de un panorama peut-être et des clés du succès pour agir efficacement sur la transition sociale. Bonjour à tous. Effectivement, il y a peut-être un slide qu'on peut faire. Voilà, très bien. Ou même, j'aurais voulu le slide précédent, qui est le slide de titre idéalement, qui représente un petit singe dans l'eau. Est-ce qu'on l'a? Mais c'est pas grave si on l'a pas. On va revenir dessus. Moi, j'étais d'abord, merci à Estelle et Frédéric et à toute l'équipe. Et puis, j'étais touché par ce qu'ont dit Marc, Eric et Erwan. Donc, vous allez voir qu'il y a évidemment des ponts. Et effectivement, le problème écologique est aussi un problème social. C'est les comportements des humains en société qui vont induire les désordres dont on est les témoins et qui se préparent. Voilà. Un petit mot de moi et de mon point de vue singulier. Moi, je suis sociologue de formation, mais depuis une quinzaine d'années, je me définis comme un ingénieur social. Donc, j'utilise des technologies nouvelles pour approcher les personnes, pour essayer d'élever le niveau d'empathie. Donc, ça a commencé pour moi en 2001 avec Peuplade, une plateforme de réseau social local où on permettait aux habitants d'un quartier de tisser des liens pour mener à bien des projets d'intérêt général. C'était de la tech for good, mais qui s'ignorait à l'époque. Après, j'ai travaillé pour les petits frères des pauvres avec une plateforme qui s'appelait Voisinage, où là, il s'agissait de tisser des liens entre des personnes âgées isolées et leurs voisins. J'ai travaillé aussi sur les aidants familiaux avec un réseau social téléphonique où on prenait son téléphone, on compose le numéro et puis on se retrouve en ligne avec un autre aidant familial, donc un réseau social téléphonique. J'ai d'autres collaborations avec la Maïf, notamment sur Diffuse, une plateforme d'engagement solidaire citoyen. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour moi, je cherche à accompagner régulièrement, et j'ai l'occasion de le faire, des startups de la tech for good. Et ça me donne toujours l'occasion d'essayer de donner un certain nombre d'idées. Donc, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui pour
ma contribution à ces échanges, c'est de vous livrer un petit peu ce que j'ai pu comprendre. Donc, je vais commencer par un état des lieux. Je vais poursuivre par un diagnostic. Et puis, je vais terminer avec des pistes thérapeutiques pour… voilà, je me mets dans la peau d'un entrepreneur social qui veut être dans la tech for good et qu'est-ce que j'ai envie de lui partager. Je veux peut-être, pour vous livrer ma toute dernière actualité, vous donner un exemple de la tech for good vivante. Je ne sais pas si on me voit. Là, c'est ma dernière innovation. Elle est familiale pour l'instant, mais elle me fait bien rigoler. Ça s'appelle Timers et je ne sais pas si on la voit. Ouais, on devine, ouais, c'est… Voilà, donc ma compagne m'a dit toute la charge mentale et toute la charge domestique est pour moi. Est-ce qu'on ne peut pas comptabiliser et mesurer la contribution de chacun à la vie du foyer? Du coup, j'ai bricolé une petite appli et la magie de la Tech for Good a opéré puisque mon fils cadet, dont les résultats sont à droite en bleu, s'est mis à vouloir être toujours en tête jour après jour. Donc, au début, c'était 0 minutes, 0 secondes même, 26 minutes, 77 minutes, etc. Et les choses se sont poursuivies jusqu'à 80 minutes par jour. Voilà. Donc, la magie d'une technologie qui recueille des données, les expose avec des couleurs qu'ils ont choisies, et puis les impacts sont là de manière assez miraculeuse. Je te récupérerai l'application, je serai un utilisateur fidèle, Nathan, parce que je pense que la charge mentale, ça peut être un sujet également. Voilà, elle n'a pas eu d'impact sur ma propre charge mentale, c'est-à-dire que je suis toujours aussi bas, mais en tout cas, mon fils s'est réveillé et c'est déjà une très bonne nouvelle. Voilà, donc c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant de dire au fond, oui, bien sûr que la technologie offre des opportunités extraordinaires pour l'intérêt général. Vous allez voir que dans mon intervention, si ça passe, j'ai choisi d'illustrer chacune des parties avec nos plus proches cousins. Pourquoi j'ai pris ce parti? On n'a pas retrouvé le slide de début, si? Non, non, je ne crois pas. On va continuer sur la suite si tu veux. Ok. Bon, peu importe. L'idée, c'est que quand on fait de la tech for good, on a un petit peu tendance à se faire plaisir. On se dit, si c'est de la tech et si c'est for good, ça peut que réussir. Je vois Marc qui met son pouce en l'air. Pourquoi? C'est parce que c'est bullshit? Parce que qu'est-ce que tu veux dire, Nathan? Parce que les humains se définissent beaucoup dans une forme d'orgueil par rapport à leurs frères ou cousins animaux, avec une supériorité technologique qui est incontestable, et puis une idée que nous, on sait ce que c'est la conscience, la morale, les valeurs. Du coup, tech for good, il y a une forme d'ivresse comme ça, à se dire je ne peux que réussir si je suis à la fois dans la tech et dans le for good. Et souvent, les entrepreneurs de la tech for good oublient que nous sommes aussi des animaux, que nous avons notre part animale, et que pour que ça marche, les plateformes, les startups, les outils qu'on met à la disposition des humains, on ne doit pas négliger que, bien sûr, il y a la tech, bien sûr, il y a for good, mais il y a aussi des humains qui ont des enjeux de ressources, des enjeux thermiques. Là, on voit des singes qui ont froid. L'état des lieux, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'à l'arrière-plan, il y a des singes de caste supérieure qui sont dans les sources tièdes au Japon et qui profitent de la tiédeur de l'eau pendant que d'autres se voient refuser l'accès à ces sources tièdes. Donc, tu parles aussi de biomimétisme, etc., pour dire que finalement, des fois, on se fait un peu plaisir, alors que certaines réponses peuvent aussi être peut-être plus naturelles dans la nature, etc., quoi. Et surtout, négliger qu'on est un petit peu comme des grands singes, ce que nous sommes d'un point de vue évolutionnaire, sensibles à notre statut, sensibles à notre inscription dans le clan, c'est passer à côté de choses très importantes. Ce qu'on oublie souvent quand on fait de la tech for good, en tout cas c'est un constat que je fais, c'est que l'homme est surtout soucieux de sa sécurité. Mais avant d'en venir à ça, je voudrais quand même faire un petit état des lieux. Je voudrais dire, et là je rejoins vraiment Marc sur son constat, aujourd'hui, pour quasiment chaque verticale, chaque catégorie de besoins, il existe une plateforme web ou une application qui propose de faire les choses autrement, sur un mode plus collaboratif, sur un mode plus désintéressé, plus généreux, etc. Et ce qui est vraiment très spectaculaire, c'est que si on voulait vivre avec une sobriété carbone, avec une gratuité, une richesse, une sobriété sur presque tous les aspects de notre vie, on le pourrait. Et le souci,
c'est que la quasi-totalité des plateformes de la Tech for Good, et je dis ça avec un peu de chagrin, connaissent un fort succès d'estime. Les médias, les journalistes, les voisins, les amis, les parents disent c'est formidable, c'est généreux, j'adore, je vais y aller quand ce sera prêt. Et être prêt, ce succès d'estime ne se transforme pas. Donc on est face à une forme de tragédie un peu structurelle où on a en permanence des feedbacks incroyablement enthousiastes et chaleureux. Dès qu'on fait de la tech for good, tout le monde nous dit c'est génial. Et puis après, au niveau de l'usage, de l'engagement, du nombre de clients, c'est beaucoup plus compliqué dès lors qu'on n'est pas sur des métiers de type réseau, électricité, etc. Dès qu'on est sur des choses qui sont potentiellement nice to have, qu'on peut avoir envie d'acquérir, mais qu'on n'a pas besoin d'acquérir, là, c'est beaucoup plus difficile. Et si on continue à ce rythme-là, on va avoir une tech for good qui restera trop timide et dont l'impact ne sera pas vraiment mesurable sur l'économie et sur la société. On trouve formidable le troc, les échanges, les marchés municipaux, mais 85% d'entre nous faisons nos courses à l'hypermarché et on n'a pas souvent le problème. Et je prends un exemple encore intéressant. On parle beaucoup de la croissance du bio, 15 à 20% par an. On n'est toujours pas en France en 2020 à 5% de part de marché sur le bio en valeur. On n'est pas à 5% de part de marché. Et encore, une part de plus en plus importante de ce bio est importée d'Espagne, du Maroc, etc. Donc même sur les symboles de la vertu, on est très très bas. Et si je veux vraiment... d'accord sur les valeurs souvent, etc. Mais on voit qu'il y a c'est dur de mobiliser. Après, on peut reprendre avec aussi ce que disait peut-être Erwan tout à l'heure, où il parlait de plus d'être incitatif plutôt que répressif ou autre, qui peut être une des clés pour peut-être accompagner ce changement, quoi. C'est sans doute une des clés, effectivement. Si on veut se faire mal, j'ai regardé un peu le chiffre d'affaires de la plupart des acteurs de la Tech for Good vraiment officiels. On est sans doute en dessous en termes de chiffre d'affaires du chiffre d'affaires de l'Ice Tea Pêche. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ça donne une idée de l'écart qu'il y a et qu'il faut vraiment creuser. On n'a jamais autant vendu de SUV en ce moment, dont on connaît l'impact environnemental. Et finalement, il y a une énorme difficulté à mettre en mouvement, malgré les succès d'estime, malgré l'adhésion complète, malgré les sondages d'opinion qui font état d'une massive sensibilisation. Ça, c'était la phase un petit peu d'état des lieux. Maintenant, je veux me poser la question, pourquoi est-ce si difficile de faire le diagnostic? Alors, première cause de pourquoi c'est si difficile de lancer une start-up dans la Tech for Good, parce qu'on croit que les gens disent ce qu'ils font. Et au lieu de les observer, on les écoute. Et en fait, spécifiquement dans la Tech for Good, parce que ça engage des valeurs, parce que ça engage de l'innovation, il y a une suradhésion un petit peu artificielle de la part des futurs utilisateurs. Il suffit qu'en fait, on fasse quelque chose en relation avec les personnes qui ont un handicap, ou avec le gâchis, ou avec l'environnement, on aura l'adhésion. Et le problème, c'est que cette adhésion masque une forme de défaut d'engagement. Je me souviens, lorsque j'ai lancé Peuplade, j'avais toujours en best-seller des utilisateurs qui me disaient « Moi, je veux faire des cours de cuisine avec mes voisins ». Ça n'a jamais eu lieu. Personne n'a jamais donné de cours de cuisine avec les voisins. Et pourtant, c'est resté en rêve, dans l'imaginaire, le produit phare de Peuplade. Quand on doit ouvrir son porte-monnaie, on réfléchit toujours différemment. Quand on doit accueillir des gens dans sa cuisine ou aller dans la cuisine des autres, tout d'un coup, il y a des problèmes qui n'apparaissaient pas quand on était sur le papier. Deuxième sujet, deuxième élément de diagnostic qui me paraît très structurant, c'est la foi aveugle qu'on a dans la sensibilisation. On croit qu'à un certain moment donné, au-delà d'une certaine quantité de sensibilisation, on va avoir des impacts sur le comportement. Et en fait, rien de tel ne s'observe. On peut être aussi bouleversé, aussi collapso que c'est envisageable. On aura toujours envie, on se sentira toujours légitime à s'alimenter, ce qui suppose de faire régulièrement ses courses, à s'habiller, à se soigner, à commander parfois des petits plats, à aller voir ses parents qui sont parfois un peu loin, à donner à ses enfants l'opportunité de découvrir un petit peu le monde, ou au moins le pays. Et ça y est, on est à des niveaux de consommation qui sont tels qu'on fait partie des pires pollueurs du monde. Donc, ce n'est vraiment pas notre sensibilité à l'environnement qui va déterminer notre impact. Donc, ce n'est pas la répétition de la sensibilisation, c'est
faut pas être naïf par rapport à ça. C'est pas ce qui va être un élément déclencheur, quoi. Non, en tout cas, on n'observe jamais de corrélation entre le niveau de sensibilisation et voilà, je donne un exemple tout simple. Beaucoup de gens qui sont très sensibles à la question de l'environnement se mettent à vivre en pavillon avec un petit jardin. Bon, ben ça, le pavillon, ça suppose la détention d'une ou deux voitures et on augmente considérablement son impact. En vivant au rez-de-chaussée dans une grande ville, on est beaucoup plus sobre quelque part. Donc, on est beaucoup dans les stéréotypes et très peu dans la mesure effective. Voilà. Troisième élément de diagnostic très important, on veut changer l'homme au lieu de répondre à ses besoins. Dans la Tech for Good, on a cette énergie de transformation, de changement, et on fait un peu le pari qu'elle est partagée par les usagers. Et là, on se fait un petit peu aveugler par ces options éthiques ou ces options idéologiques au lieu d'écouter des usagers. Et si on ouvre les yeux, on voit que la quasi-totalité de nos grands besoins sont satisfaits dans le cadre de relations marchandes. Se loger, il faut payer. Se chauffer, il faut payer. Se nourrir, il faut payer. S'habiller, se former, se mouvoir, se divertir, tout ça, c'est des actes de consommation. Et finalement, la quasi-totalité de nos impacts sont des effets de notre consommation. Et si on a bien ça en tête, on mesure qu'en fait, l'essentiel de nos liens, par exemple avec nos conjoints, nos enfants, nos amis, n'ont quasiment pas d'incidence sur notre consommation de ressources parce qu'ils ne relèvent pas de la consommation. Et quand on parle de changer l'homme, en général, on parle assez peu de la consommation, alors que c'est vraiment là que se joue notre impact. J'en arrive à la troisième partie, qui est la partie un peu thérapeutique. Comment on fait fonctionner une initiative de la Tech for Good? Et là, je vais dire des choses qui, je pense, ont une validité assez durable et qui ne dépendent pas de mode. Si on veut faire fonctionner une initiative de la Tech for Good, à mon sens, on doit oublier qu'on fait de la tech, oublier qu'on fait ça pour l'intérêt général. On doit s'appuyer sur les grands leviers du comportement humain. Et le comportement humain, il est en gros déterminé par une recherche de sécurité. Jusque tout récemment, notre sécurité, on est des animaux sociaux, hein, donc on la devait à notre inscription dans le clan. Donc il fallait avoir un statut pas trop défavorable au sein du clan. Il fallait avoir des ressources et il fallait avoir un certain prestige, un certain statut. Et sans cela, on était très vulnérable. Et du coup, on en arrive très naturellement à ces trois grandes clés de succès. On peut réussir quand on fait de la Tech for Good, quand on fait gagner aux gens de l'argent ou quand on leur fait économiser de l'argent. Et là, on mesure, en disant ça, que beaucoup d'initiatives de la Tech for Good mettent en avant la possibilité d'exprimer sa générosité, d'offrir son appui bénévole, d'être volontaire, de donner. Ces mots-là avertissent, à mon sens, l'usager, le futur usager, qu'il va devoir se départir de ses ressources. Et là, on dégrade énormément son niveau d'engagement réel. On accroît son niveau d'engagement théorique. On lui dit, tu veux devenir bénévole, tu veux t'engager. Et en fait, sur le plan des ressources, il va se sentir attaqué dans ce qu'il a de plus vital, qui est son argent. C'est une ressource qui, aujourd'hui, nous donne beaucoup de sécurité dans ce monde où l'essentiel des ressources doit s'agir. Ça pourrait s'illustrer par quoi, peut-être, Nathan, pour conclure? Blablacar a beaucoup mis l'accent sur les bons prix qu'il propose. Et c'est un levier d'adhésion très fort. Alors, bien sûr, après, il y a un surcroît de valeur avec la convivialité offerte par les conversations. Mais voilà, de même, Too Good To Go ou Phoenix sont des initiatives qui disent « vous allez payer moins cher ». Deuxième clé qui est très importante, c'est la possibilité d'améliorer son statut. Comme sur les plateformes de crowdfunding, on va toujours être fier de participer, de contribuer, d'investir. Et là encore, dès qu'on parle le langage de se sentir utile, se rendre utile, se servir, qui est généralisé dans le monde de la Tech for Good, on croit que ça accroît l'engagement de dire ce genre de mots. Ben, on va demander aux gens, à nouveau, de contracter une forme de dette et de se montrer au service d'eux, alors qu'ils ont plutôt envie d'être servis. Donc, cette notion de statut et de prestige, elle est souvent traitée de manière un peu aveugle dans la Tech for Good. Et puis, troisième levier très important, les gens ont vraiment besoin de se sentir puissants. Ils ont besoin de se sentir un peu dominants et tout ce qu'on va dire pour leur dire « faites des efforts, mobilisez-vous, engagez-vous, donnez un peu de temps ». Là encore, c'est endémique dans le monde de la Tech for Good, cette idée d'engagement. Moi, je suis persuadé que les initiatives qui mettent l'accent sur cet engagement, sur cette mobilisation, sur les efforts à faire, vont dégrader l'engagement effectif. Et aujourd'hui, le succès des SUV, par exemple, c'est quoi? C'est je déplace mon pied
d'1 centimètre et 2 tonnes de ferraille se mettent en mouvement. Et cette envie de s'économiser des efforts et d'avoir beaucoup de leviers et de dépenser beaucoup d'énergie, elle est universelle et je dirais quasiment qu'elle est indépassable. Et du coup, on a des acteurs de la Tech for Good qui se tirent souvent une balle dans le pied en faisant systématiquement appel aux valeurs, au désintéressement, à l'altruisme, à l'écologie, alors que par construction, même après des années de sensibilisation, on aura toujours structurellement cette disposition à protéger notre sécurité, donc notre temps, notre effort, notre énergie, etc. Ça va être vraiment essentiel. Voilà. Bon, merci Nathan. Désolé, je ne vais pas pouvoir trop relancer parce que le timing, encore une fois, est serré. Mais ouais, c'était très intéressant, je trouve, de s'appuyer sur justement ces éléments-là humains qui peuvent être des formidables leviers d'action et de sensibilisation et qui vont aller au-delà justement de la sursensibilisation qui peut être contre-productive peut-être, ou en tout cas… Exactement. Tout ce qu'on gagne en termes d'image, on peut le perdre en termes d'usage. Donc l'image au détriment de l'usage, il faut bien réfléchir avant de se lancer. Merci beaucoup. On repasse par Nantes avec Guillaume Champeau, directeur éthique affaires juridiques de Quant, qui nous fait le plaisir de participer également à cette session. Guillaume, rebonjour. Rebonjour. Donc là aussi sur ce sujet transition sociale, forcément Quant légitime à être positionné sur ce sujet. Je te laisserai peut-être représenter rapidement Quant, mais quand on parle de Quant, on parle de moteur de recherche français, avec tout de suite la dimension éthique qui vient spontanément, je pense, dans l'esprit des gens, avec le respect des données, de la navigation, etc. Donc, et comment réussir à se faire une place justement dans ce monde ultra dominé par des grands acteurs, avec un positionnement différent, Guillaume? Oui, bah, je suis vraiment ravi de passer. Merci de m'accueillir déjà avec vous. C'est un vrai plaisir. Et passer derrière tout ce qu'a dit Nathan, qui est à la fois pessimiste mais réaliste, moi j'y vois beaucoup d'écho avec ce que je vis chez Quant et notamment une ambiguïté qui nous est parfois reprochée de dire mais vous prétendez faire de l'éthique, mais en même temps vous êtes une société commerciale et donc il y a une espèce de contradiction entre les deux, alors qu'en réalité, moi je suis persuadé que c'est en acceptant le fait que c'est par le commerce qu'on va aussi réussir à faire de l'éthique, qu'on va faire bouger les choses. Et il faut arrêter d'opposer les deux parce qu'on va avoir des adhésions de principe, mais ça n'ira pas bien au-delà en termes d'adoption de produits parce que malheureusement ou non, on est dans une société marchande et qu'on a besoin de proposer des services qui plaisent avant tout aux consommateurs, aux utilisateurs, et que c'est ça qui vont faire qu'ils vont être adoptés. Je ne sais pas si on peut mettre le… Ouais, on peut avancer, bien sûr. Ouais. Alors, juste pour vous dire, moi, je suis arrivé chez Quant il y a bientôt 4 ans, fin 2016, après avoir, pendant quasiment une quinzaine d'années, été journaliste où je traitais des sujets liés au numérique avec un angle qui était fortement axé sur l'éthique à différents points de vue. Notamment chez Numérama, pour ne pas le citer. Numérama que j'ai fondé effectivement en 2001. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'une quinzaine d'années que je parlais essentiellement d'éthique sur Numérama à travers les choix qu'on faisait en tant qu'utilisateur, l'impact que ça pouvait avoir sur l'écosystème numérique, qui était quand même mon sujet de prédilection, mais également l'impact que peuvent avoir les lois et l'impact que peuvent avoir les produits, les services qu'offrent les entreprises. Et je me suis mis à réaliser au bout de cette quinzaine d'années qu'en réalité, quand je parlais des services numériques en ligne et de l'impact éthique, je ne faisais rien d'autre que de dire que les entreprises sur Internet devaient quelque part respecter un cadre qui était celui des droits de l'homme et que les droits de l'homme qu'on appliquait hors ligne dans l'univers physique, on devait également les appliquer de la même manière en ligne et que quand on parle de défense des droits fondamentaux, finalement, on ne fait rien d'autre que de parler d'éthique sur Internet. Et d'où la réflexion qui est là sur votre écran, qui est celle qui est partagée par Quant et pourquoi j'ai voulu rejoindre Quant à ce moment-là, c'est qu'on entendait beaucoup et de plus en plus, pour des raisons que je vais un peu développer, du fait que Internet, c'est très bien, mais qu'on va perdre nos libertés à cause d'Internet parce que notamment la société de la surveillance se développe par les outils numériques. Alors qu'en réalité, la conviction que j'ai et qu'on a, c'est que ce n'est pas tant
Internet qui crée une menace sur nos libertés, c'est le fait de développer Internet, de développer des services en ligne sans y mettre d'éthique et sans avoir une réflexion sur l'impact qu'on peut avoir, notamment sur les droits fondamentaux. Et ça a été, pour moi, particulièrement vrai. On l'a vu de façon croissante avec le développement, je vais utiliser le mot, j'espère qu'une seule fois, mais il faut le placer, c'est le mot GAFA. Quand on parle des Google, Facebook, Amazon et compagnie, qui se sont développés à un point tel qu'aujourd'hui, ce sont presque des États avec un statut quasi diplomatique. C'est-à-dire qu'on voit des chefs de ces très grosses entreprises être reçus par des chefs d'État avec un rang quasi officiel, diplomatique. Et ce sont des entreprises qui se sont bâties sur l'exploitation de nos données personnelles, essentiellement à des fins commerciales, puisque leur préoccupation, c'est de mieux nous vendre toujours davantage de produits, et que pour mieux nous vendre des produits, il faut essayer de nous les mettre sous les yeux. Donc ça, c'est de la publicité. Et que la publicité, quand elle est ciblée, quand elle est adaptée à l'internaute qui la regarde, on va avoir tendance davantage à cliquer et donc à consommer. Et donc, il y a cette réflexion qui s'est faite que plus on allait obtenir d'informations sur les internautes individuellement, plus on allait pouvoir leur afficher de publicité pertinente et donc plus on allait pouvoir générer de chiffre d'affaires. Mais tout le monde a trouvé ça, enfin tout le monde, je caricature, mais on va dire tout le monde a trouvé ça à peu près normal jusque dans les débuts des années 2010 et notamment jusqu'à ce qu'il y ait un certain ancien agent de la CIA, de la NSA qui s'appelle Edward Snowden, qui a commencé à mettre en évidence le fait que toutes ces données qu'on donnait à des acteurs privés, en réalité étaient accessibles aussi par un État, les États-Unis, pour leurs services de renseignement, et ce qui a permis commencer à faire prendre conscience que ces mastodontes qu'on est en train de créer, ces immenses bases de données personnelles, pouvaient être finalement des substituts aux services de renseignement des États qui n'avaient plus qu'à piocher. Et puis il y a eu un deuxième scandale qui a été dévoilé un peu plus tardivement, qui est celui de Cambridge Analytica, où, pour replacer les choses, c'est une entreprise britannique qui avait un partenariat avec Facebook qui lui a permis d'utiliser les données personnelles des utilisateurs de Facebook pour aller faire ce qu'on appelle du micro-targeting. C'est un anglicisme qui veut dire du micro-ciblage. On va obtenir un profil psychologique extrêmement fin de chaque utilisateur de Facebook pour savoir est-ce que celui-là il vote plutôt à gauche, est-ce qu'il vote plutôt à droite, est-ce qu'il a des pensées plutôt libéral, plutôt réactionnaire, etc., etc. Et on va pousser des messages dont on sait qu'ils vont avoir un effet politique. C'est-à-dire qu'ils vont probablement pousser telle catégorie de la population à voter pour tel candidat ou au contraire dissuader telle autre catégorie de la population de voter pour tel autre. Et là, pour le coup, ce sont des sociétés commerciales entre elles qui font usage de données personnelles et sans réellement que les utilisateurs en aient conscience, et qui vont modeler les consciences, qui vont modeler l'information que les gens s'échangent, et qui vont avoir un impact démocratique extrêmement important. Et ça a commencé vraiment à faire prendre conscience au grand public du fait que ceux qui ont leurs données, quelque part, ont du pouvoir sur eux-mêmes. Et là, on s'est dit, on ne va pas pouvoir continuer, quand on réfléchit à ce qu'est Internet dans le grand public, on va dire que ça a à peine une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on commence à avoir Internet véritablement chez soi fin des années 90, début des années 2000, et encore au début des années 2000, je crois que c'était moins de 15% de la population française qui avait Internet. Et quand on regarde 20 ans plus tard, on en est à un stade où on a une poignée d'entreprises dans le monde qui ont accès à énormément de données sur chacun des utilisateurs, chacun d'entre nous, et qui vont piocher de plus en plus loin, qui vont de plus en plus loin dans l'intimité des gens pour essayer d'avoir cette petite différence commerciale qui font qu'ils vont pouvoir cibler les publicités un peu mieux que les concurrents. Et on se dit, c'est pas possible qu'on continue comme ça pendant encore des décennies, même potentiellement des centaines d'années. Il va bien y avoir un point de rupture où on va dire qu'en fait,
on ne peut pas accepter cette intrusion permanente et croissante dans la vie privée. Il va y avoir un point de rupture. Il va y avoir au moins une partie de la population qui va résister à ça et vouloir consommer des produits, des services en ligne plus éthiques, plus respectueux de la vie privée. Un peu comme on a effectivement dans le marché du bio une partie de la population qui est malheureusement encore faible, et une partie de la population qui, pour des raisons à la fois personnelles et de vision de la société, choisissent de consommer bio. On va avoir une partie croissante de la population qui choisit de consommer des services en ligne qui ne posent pas ce genre de problème, qui ne collectent pas leurs données personnelles et donc n'ont pas de pouvoir sur les utilisateurs. Et ça, c'est vraiment la réflexion qui est à l'origine de la création de Quant et de son développement. Et ça, alors c'est vrai que ça rejoint ce que disait Nathan, c'est-à-dire il y a une espèce de compromis qui est demandé à l'utilisateur parce qu'on ne va pas prétendre qu'on a des résultats de recherche qui sont équivalents en termes de qualité à ceux que peut proposer Google. On n'a pas par construction un niveau de personnalisation qui fait qu'on va vous proposer à vous personnellement des résultats de recherche qui sont exactement ce que vous recherchez et pas ce que je recherche votre voisin sur la même recherche. Mais c'est un parti pris qu'on assume complètement. Et par contre, on augmente la qualité de nos résultats progressivement et le service a de plus en plus d'utilisateurs. L'année dernière, on a fait, ce qui est marqué là, un peu plus de 20% de croissance et on en est quasiment à 5 millions de visiteurs, d'utilisateurs tous les mois qui choisissent d'utiliser Quant, principalement parce qu'on ne collecte pas les données et aussi parce qu'on est un moteur de recherche français, européen, ce qui est pas uniquement du cocorico, un peu du nationalisme qui serait mal placé, c'est qu'il y a aussi une réflexion sociétale importante qui est, aujourd'hui dans le monde, vous avez principalement 5-6 moteurs de recherche, mais principalement 2, que sont Google et Bing, qui vont eux-mêmes nourrir par leurs résultats d'autres, ce qu'on appelle des métamoteurs, c'est-à-dire des interfaces de recherche qui permettent d'avoir des résultats. Je ne vais pas les nommer, mais vous en avez plein. Et en fait, on s'aperçoit qu'en Europe, vous avez plus de 97-98% de la population qui a les résultats de recherche fournis par un moteur de recherche américain, et un seul. Ce qui veut dire que la connaissance de ce qui est sur le web vient de ce moteur de recherche-là, que la vision de ce qu'on estime être important, y compris du commercial ou du non commercial, compris sur des sujets politiques, sur une certaine vision de la société, sur la protection de la vie privée, sur plein de choses, c'est la vision américaine qui s'exprime dans nos résultats de recherche. Donc si on arrive à développer un moteur de recherche européen qui délivre des résultats que nous, on estime être importants dans notre culture juridique, dans notre culture historique, dans nos références à nous, on va à la fois avoir l'indépendance technologique dont on a besoin pour des questions de souveraineté stratégique, ce qu'on a vu là avec la crise du Covid sur d'autres sujets, mais ça existe aussi dans le numérique. Et puis, ça va nous permettre d'être maître de notre vision à nous, de ce qui est important sur Internet et de ne pas avoir besoin de donner ces données personnelles pour y avoir accès. Donc ça, c'est vraiment les deux grands piliers chez Quant, c'est la vie privée et la souveraineté numérique. Ok, merci, merci Guillaume. Du coup, je ne t'ai pas interrompu parce que tu es... Je suis désolé. Non, tu as déroulé, c'était très intéressant, mais ça fait effectivement plus de 11 minutes déjà qu'on est ensemble. Du coup, tu partages sur le fait de provoquer encore, même si les chiffres sont en augmentation, mais provoquer encore plus d'adhésion. Ce que disait Nathan sur le côté, la sursensibilisation, c'est peut-être pas le bon argument, mais plutôt miser sur... notamment le côté sécurité, etc. Qu'est-ce qui peut le plus... parce que j'imagine que les axes de communication ont peut-être évolué un peu dans le temps également chez Quant. Oui, c'est un travail de réflexion qui est encore en cours. Quant, c'est pour ça que je crois que ça faisait vraiment écho à ce que disait Nathan, c'est que Quant s'est développé historiquement par opposition. On est... une expression qu'on n'aime pas du tout, mais on est l'anti-Google. Et ceux qui utilisaient Quant, c'était parce qu'ils voulaient se protéger leurs données. Et donc, c'était avant tout un ressort de crainte de ce qui pouvait être fait par leurs données. Et c'est tout ce que j'ai expliqué dans la première partie.
c'est ça qui faisait qu'on allait adhérer à Quant. C'était plus par opposition. Ouais. Et c'est vrai que ça séduit une partie des utilisateurs, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on va réussir à avoir 30-40% de part de marché. Ça, ce serait complètement utopique. Ce qui va faire qu'on va avoir, non pas d'ailleurs, on ne vise pas 30-40%, nous on espère avoir 10-15% de part de marché en France, mais c'est ce qu'on va réussir à apporter à l'utilisateur en termes de service. Et donc, c'est la valeur positive du service lui-même, la qualité des résultats et la qualité de l'expérience utilisateur et le fait que les gens viennent utiliser Quant parce qu'ils trouvent que le produit lui-même est super et que ce n'est pas juste une réflexion sur les valeurs, ce n'est pas juste un acte militant. Un acte militant, mais effectivement aussi parce qu'on va y trouver autre chose et parce qu'on va être convaincu de l'efficacité aussi des recherches, ou en tout cas quelque chose qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Parfait. On va s'arrêter là, Guillaume. Merci encore. Et last but not least, Frédéric Sudreau, qui doit patienter, attendre sagement son heure du côté de Limoges, où le soleil est sans doute déjà couché, alors que nous, tout à l'ouest, le soleil est encore tout en haut. Alors, trêve de plaisanterie, est-ce que Frédéric est par là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, Frédéric, est-ce que tu as suivi avec assiduité l'ensemble des débats? Bien entendu, même de Limoges, même quand il fait nuit, même si on est couché depuis plusieurs heures, mais bon, j'ai fait l'effort de rester avec vous, ça me fait très plaisir d'être là. Je vais même rebondir sur ce que vient de dire Guillaume, parce qu'il parlait d'éthique et de commerce, et moi je vais vous parler de handicap. Alors, éthique, handicap et commerce, je ne vous dis pas comment je me fais tailler régulièrement, peu importe. On a des valeurs, on va essayer de les porter, on va essayer d'exprimer voilà, que nous aussi on peut s'engager sur le Summit for Good en disant que globalement la technologie peut aider pas mal de monde. Explique-nous peut-être rapidement, effectivement, Facility, là aussi c'est né d'un besoin, comme toute bonne start-up, on dit souvent il faut répondre à un problème. Quel était le problème? Et explique-nous un peu la courbe de croissance qui est assez exponentielle pour Facility. Là, le besoin, il est simple, hein, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le web, il est fait principalement pour ceux qui ont toutes leurs facultés, toutes leurs capacités à naviguer sur un ordinateur, mais principalement sur un mobile. Alors, je sais que tout ce que j'ai entendu avant peut justement peut-être mal sonner par rapport à ce que je suis en train de dire, mais malheureusement, c'est ce que l'on doit constater, que beaucoup de monde utilise le mobile aujourd'hui. Et puis, il suffit que vous soyez atteint de certains troubles visuels, que vous ayez des troubles moteurs, l'incapacité peut-être d'avoir un geste précis ou des troubles de compréhension, troubles cognitifs, pour que tout ça fasse que ça vous mette de côté. Et nous, notre première idée, ça a été de dire, est-on capable d'adapter un site web pour des gens qui ont des troubles différents que la vue? Et on s'est penché donc sur les troubles moteurs et sur les troubles cognitifs. Ça, c'est le point de départ. L'histoire est un tout petit peu plus sympa et avec un peu de charme, je dirais, parce que si aujourd'hui l'entreprise existe depuis 2 ans, si on arrive à cumuler pratiquement 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 18 personnes, c'est parce qu'en fait, un jour, un stagiaire a eu une idée dans l'entreprise que je dirige précédemment, qui s'appelle IT Communication et qui est une agence de com. C'est une agence que j'ai rachetée en situation de dépôt de bilan en 2003. Et dans une ville comme Limoges, bon, c'est comparable à Brest, hein, c'est une communauté urbaine d'environ 200 000 personnes, une activité économique qui est présente, mais peut-être pas trop. On est beaucoup moins solidaire que ne peuvent l'être les Bretons quand on est Limousin, mais on lâche rien quand même. Et dans l'idée, il a fallu qu'on se retrousse les manches et qu'on trouve des vecteurs différenciants pour l'entreprise en dépôt de bilan. Le premier vecteur, ça a été l'environnement. Et ça fait écho à la première partie de l'intervention où on s'est retroussé les manches et on est devenu la première agence de pub certifiée ISO 14001 en France. Nos bâtiments sont aujourd'hui entièrement éco-conçus et totalement déconstructibles. On roule avec des véhicules ou hybrides ou électriques ou des véhicules qui sont très peu générateurs de CO2. On a nos propres ruches qui fabriquent du miel qu'on offre à nos clients pour ne plus avoir à offrir des objets un peu incertains en provenance de pays un peu bizarres. Donc, on a voulu ancrer cette technologie et notre développement d'entreprise à travers l'environnement. Ça, c'est le premier vecteur. Deuxième vecteur, c'était de dire on va essayer de mixer les gens et faire en sorte que la pluralité des personnalités vienne nous changer notre état d'esprit. On a intégré des gens qui sortaient de prison, on leur a donné une deuxième chance. On a eu 2 personnes dans ce cas-là. On a eu des gens en provenance du handicap, voire des personnes handicapées très lourdement.
On a eu des étudiants, on a eu des stagiaires, on a eu des alternants, on a eu des ingénieurs. On a mélangé tout ça et des gens en provenance de l'étranger également. Cette alchimie a fait que l'humain est devenu un point central de l'entreprise et qu'encore aujourd'hui, on est ancré dans les programmes d'accompagnement des jeunes de banlieue. On essaie de trouver des stages à ces jeunes-là pour leur permettre d'avoir accès au monde de l'entreprise. On a des séances de massage en entreprise. Voilà, on essaie de faire en sorte que l'humain reste quelque chose qui est un vecteur important de notre ADN. Et puis, troisième valeur, c'était l'innovation. À partir de 2008, on a fait en sorte de laisser une journée par semaine à l'ensemble des collaborateurs de production pour qu'ils imaginent le métier de demain. Alors, je ne vous explique pas la tête de ma comptable. Quand je dis imagine la compta de demain, mais voilà, ça a été assez compliqué de la faire adhérer au projet. Mais finalement, tout le monde s'y est mis. Et il y a même un jour un stagiaire qui me dit, mais moi, j'ai une idée. On va pouvoir modifier l'apparence d'un site internet, quel que soit l'écran sur lequel ça s'affiche, sans toucher le code initial. Et on va l'adapter. Je vais schématiser. Pour les petites filles, ça va sortir en rose. Et pour les petits garçons, ça va sortir en bleu. Et on s'est dit, mais si on arrive à modifier la couleur, est-ce qu'on ne peut pas modifier la taille des zones de clic? Est-ce qu'on n'est pas capable de venir modifier la taille des typos et des caractères? Est-ce qu'on n'est pas capable, pourquoi pas, de venir changer le fond de colorimétrie? Et l'idée est partie de là. On a mis un peu d'anciens dans le dossier et ces anciens-là ont réussi à nous permettre de structurer le projet. On a fait un POC de 3 ans pour essayer de lancer le sujet et en 2008, création d'entreprise. Ok, super. Juste avant de passer, parce qu'on a une très courte vidéo qui explique justement un peu comment ça fonctionne Facility, sur le côté adaptation de l'ergonomie du site, etc. Juste avant, tout ce que tu dis sur les actions que tu mets en place en interne, etc., j'imagine que ça doit porter ses fruits aussi en termes de rétention de talent et d'attractivité, même en termes de marque employeur. Je sais qu'on en a parlé une fois, tu disais que tu as même des problèmes de recrutement parce que sur certains profils, des développeurs ou autres, tu galères. Mais j'imagine que des personnes à qui ça va dans le sens de l'histoire. Et puis même, je pense que les gens sont profondément attachés à leur entreprise. Ouais, alors ils en parleraient mieux que moi, mais je pense que c'est vrai en effet, ça donne un véritable ADN, on le disait, mais une image également, une capacité d'adhésion très forte au programme que l'on peut proposer. Et je dirais que globalement, Facility, il n'y a pas de hasard, ça vient de ces 3 choses-là. Si on fait attention à l'environnement, si on fait attention à l'humain dans l'entreprise et autour de l'entreprise, et si on va vers l'innovation, voilà, il y a un truc qui coule de source. Tout ce que vous avez dit avant, je ne peux qu'y adhérer parce qu'on est issu de ces gènes-là à un moment ou à un autre. Tout à fait. Ok, super. Ce que je te propose, si tu veux, c'est qu'on passe la vidéo très rapidement, comme ça permettra à tout le monde. Ah, voilà, elle est partie. Et si l'affichage de ce site internet s'adaptait à vous? En cliquant sur le logo Facility, vous adaptez l'affichage d'un site web à vos besoins de confort visuel, confort moteur et confort cognitif. Indiquez vos préférences dans Facility. Revenez sur le site, il est immédiatement adapté, de même que tous les autres sites utilisant Facility. C'est simple, rapide et gratuit. Bon, pour ceux qui n'avaient pas compris, et si de comprendre très facilement et comment ça marche, et en un clic, c'est assez bluffant. Aujourd'hui, juste, tu n'as pas trop parlé de tes clients. Aujourd'hui, c'est quoi? Des collectivités, tout type de clients? J'imagine que c'est transversal comme type de demande. Alors, c'est transversal avec toutefois une véritable appétence pour le privé. La collectivité a beaucoup de mal à s'affranchir de quelque chose dont Marc parlait tout à l'heure. Marc parlait de la normalisation en disant qu'il fallait en effet des normes pour régir beaucoup de choses. Et nous, ça a été notre contrainte, arriver à nous affranchir de tout ce qui était normatif, parce que la collectivité va chercher à aller va chercher un label beaucoup plus que chercher une efficacité ou une expérience utilisateur. Donc, on s'est un peu battu contre ça. Et les clients que l'on a aujourd'hui, c'est plutôt du Allianz, du Auchan, du TF1, du Bouygues Télécom, Radio France, Cdiscount. Mais à l'étranger, on a la mairie de New York, la mairie de Yokohama, Tokyo, etc. etc. Donc, on arrive à travailler avec la collectivité, mais plutôt à l'étranger, un peu plus qu'en France, même si on a quelques sites que l'on met en place pour le gouvernement ou pour certaines mairies. Mais la vraie difficulté que nous, on a rencontrée en tant que start-up, c'est qu'on a l'impression que les gens qui adhèrent à notre projet,
Ils veulent plus adhérer à une réponse normative qu'adhérer globalement aux bienfaits de la solution qu'on peut proposer. C'est un peu quelque chose qui, à un moment, on se pose la question, ok, on veut être dans les clous, on le comprend. C'est un peu difficile pour une startup de se dire qu'on a tous les feux qui sont verts, on a les gens qui nous disent que ce qu'on fait c'est génial, et que derrière on vous dit ouais c'est génial, mais en termes de normes, vous n'êtes pas exactement dans les clous, vous faites beaucoup plus, mais c'est pas grave. Voilà. Mais c'est la vie de toutes les entreprises, je pense qu'il faut savoir s'adapter et pivoter, et on est dessus actuellement. Ouais, donc il y a un peu une frustration de ta part de se dire que finalement on pourrait faire plus et que finalement En fait, la vraie frustration, c'est qu'aujourd'hui, notre produit est super complet, il va très loin et que l'on est anticonformiste et que l'on nous reproche un petit peu au niveau des collectivités d'être super conformistes, de ne pas être suffisamment conformiste. On nous dit, voilà, rentrez dans les normes, faites quelque chose que tout le monde sait faire, ça sera très bien. Non, c'est justement le contraire de l'innovation. L'innovation, c'est tout péter et faire en sorte qu'à un moment, on arrive à proposer quelque chose de différent parce que c'est le cumul de la norme et de l'insouciance de l'innovation que l'on va faire naître des choses qui sont des projets merveilleux. Top. Nathan, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je suis bluffé par l'aventure que Frédéric nous a relatée. Je suis bluffé, je trouve ça très beau, je trouve ça exemplaire. Et ce que ça m'inspire, c'est de l'admiration surtout. Oh, merci. Ok. Est-ce que peut-être quelqu'un souhaite réagir? Peut-être Guillaume, tu connaissais peut-être Facility? Je ne connaissais pas et je trouve ça super. Ça serait génial sur compte, en fait. Bah ouais, faut qu'on discute. Avec plaisir. Non, c'est top. Et puis en plus, c'est vrai que moi, je n'avais pas le volet aussi interne dont tu parlais tout à l'heure, Frédéric. Quand on a pu échanger par le passé, je n'avais pas toute la connaissance de ce que tu peux essayer de faire en interne pour aussi, parce que à la fois sur le mélange des cultures, etc., tu n'as pas beaucoup parlé de la place des femmes. Est-ce que tu en as, est-ce qu'elle candidate pour je sais pas, dans ton job, etc. Parce que nous, je sais qu'on a fait des actions pour essayer d'aider à la conversion un peu des femmes sur les métiers du numérique. Parce que souvent, il y a des freins qu'elles-mêmes peuvent se mettre en disant c'est pas des métiers faits pour moi. Est-ce que tu partages ce constat? Oui, on est nous aussi dans une région économique où il est, comme tu le disais, difficile de recruter. Il est difficile de peut-être respecter la parité sur les types de postes, notamment digitaux. C'est compliqué. Alors, je dirais que nous, on couple des ergonomes, des graphistes qui vont travailler le design pour pouvoir l'adapter en fonction des retours des associations que l'on peut avoir. Donc là, sont plutôt des publics féminins. De la communication, du marketing, sont aussi des métiers féminins. Mais quand on re-rentre pleinement dans le métier du digital, on a une collaboratrice qui fait partie de l'équipe tech, simplement au niveau digital. Donc, difficile en effet de respecter ce genre de choses. Et là, je viens d'avoir une dernière candidature que l'on vient de sélectionner. Et pour respecter la parité habituelle, ce sera un mec. Ok. Il est 18h15, on va s'arrêter là. Je veux dire qu'on est dans le timing pour faire bien, mais on n'est pas du tout dans le timing. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y a eu plein d'éclairages très différents, des témoignages, des bonnes pratiques, des inspirations. Alors, je vais vous donner les rendez-vous pour les personnes qui sont encore connectées avec nous dans 2 jours. Il y a donc un prochain webinaire sur les technologies for good. Quelle mise en pratique, quelles ambitions. Donc, c'est ce jeudi 25 juin à 16h30. Et ensuite, des ateliers de créativité qui sont organisés le 2 juillet. Je ne sais pas si Estelle, tu veux reprendre la main rapidement pour donner les prochaines échéances au niveau présentiel. Je ne sais Alors, pas. Tu as donné effectivement les grandes dates. On proposera d'autres dates parce que notamment il y a l'INPI qui est partenaire et qui proposera des ateliers autour de la propriété intellectuelle. Et donc voilà, on alimentera au fur et à mesure les dates et les propositions. Donc restez connectés et allez sur le site de temps en temps. Parfait. Le mot de la fin peut-être. Est-ce que quelqu'un veut se risquer? C'est jamais évident. Mais on a parlé, je pense, de pas mal de sujets. On a beaucoup parlé de sobriété numérique sur la première partie, avec, on le voit, pas évident à mettre en place. En
en interne ou de mobilisation. Je pense que le mot de mobilisation ou de sensibilisation, c'est un peu un mot qui est revenu quand même sur les deux sous-sujets, transition environnementale et sociale, avec des pistes pour avancer. Donc, on espère qu'elles trouveront écho. On va s'arrêter là pour cette session. Merci encore à tous les intervenants. La session sera évidemment disponible en replay. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à nous les poser. On les fera remonter directement aux intervenants. Merci à tous pour votre patience et pour vos témoignages. À bientôt.